Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. La psychokinèse est un phénomène encore incompris de la science et les sujets capables de produire ce type de phénomène se semble-t-il assez rares. Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio pour un week-end consacré à un homme, à une vie, à des expériences tout à fait étonnantes. Jean-Pierre Girard, bonsoir. Bonsoir Louis. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un vrai plaisir de vous recevoir dans Les Aventuriers de l'étrange car avec vous, on va aller assez loin dans l'exploration de ce phénomène que l'on appelle la psychokinèse. Vous êtes évidemment célèbre dans le landerneau du paranormal et au-delà, car vous avez cette étonnante capacité. Alors, nous allons découvrir votre parcours, vos livres, votre engagement dans la recherche. Et cet engagement a toujours été présent dès le départ. Pourquoi ? Oui, ma démarche finalement a été scientifique, elle l'est toujours, et c'est ce qui explique ma présence assez rapidement dans les laboratoires, pour au fond chercher des réponses que j'ai eues beaucoup plus tard en fait, sur l'origine du phénomène de psychokinèse. Ouais. On va donc développer cela évidemment dans le cours de cette émission et j'aurai le plaisir de continuer cette conversation avec vous demain soir, toujours dans le cadre des Aventuriers de l'étrange. Alors là, je m'adresse à vous qui nous écoutez. Après avoir entendu cette émission, les propos de Jean-Pierre Girard, si vous pensez vous aussi être capable de produire un phénomène de psychokinèse, évidemment, appelez-moi au 0826 300 300 et laissez-moi un message et bien entendu vos coordonnées sur ma boîte vocale des Aventuriers de l'étrange. Je disais en termes d'introduction, Jean-Pierre Girard, que des hommes ou des femmes, peut-être après tout, capables de produire ce type de phénomène sont assez rares. Est-ce que vous partagez cette opinion ? Alors, ils sont assez rares parce que c'est pas vraiment inscrit, je dirais, dans nos gènes. C'est une image, bien sûr, mais c'est pas tellement encore inscrit dans nos archétypes. Nous nous apercevons, en fait, lors de stages que je donne quelques rares stages par an, et nous nous apercevons que lors de ces stages, plus de 50%, écoutez-moi bien, 50% des stagiaires font des phénomènes de macro-psychokinèse, c'est-à-dire visibles sur des barres de métal que j'apporte ou des petites pyramides qui tournent sous un bocal de verre. Alors c'est absolument étonnant, c'est une expérience qui nous prouve qu'en fait, sans dire que le phénomène est banal, le phénomène est sans doute à la portée de tous. Bien. Nous faisons cette première pause et nous allons entrer avec vous dans le vif du sujet, découvrir votre parcours, votre étonnant parcours et puis surtout le nombre incalculable d'expériences auxquelles vous vous êtes livré et on s'intéressera évidemment aux résultats. À tout de suite. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Jean-Pierre Girard est mon invité exceptionnel pour ce week-end des Aventuriers de l'étrange. Jean-Pierre Girard, on va commencer par le début finalement, c'est-à-dire votre enfance. Vous avez eu une enfance assez compliquée quand même, un petit peu, j'allais pas dire malheureuse, mais on ne peut pas dire affectivement extrêmement heureuse. Si on peut le dire quand même, mais en fait vous avez terminé votre propos par le mot affection, et en fait j'en ai eu beaucoup d'affection de la part de mes parents nourriciers, puisque je suis pupille de l'assistance publique, et que je rappelle que mon âge fait que tout ça se déroulait pendant la Seconde Guerre mondiale, des mauvaises langues disent la première ou la seconde. Donc j'attaque ma 66e année, donc c'est pour vous dire qu'à cette époque-là, dans l'enfance, dans le cas de l'enfance, de cette campagne profonde de Tourangelle, on savait même pas ce que voulait dire le mot parapsychologie. Mais j'ai manifesté très tôt ces phénomènes à la suite, est-ce qu'il y a un rapport, à la suite d'avoir été frappé par la foudre. C'est-à-dire, expliquez-nous ça. Alors, nous allions glaner dans les champs après le passage de la moissonneuse pour nourrir les volailles évidemment que nous avions, et un orage soudain intervient.
et mes frères de lait, puisque je suis évidemment sans filiation particulière, mes frères de lait se précipitent à l'orée de la forêt et moi je reste un peu isolé sur la colline et je me réfugie sous un noyer. Et chaque homme de la campagne vous dira que le noyer est tout à fait favorable comme arbre pour recevoir la foudre. Et c'est ce que, alors j'ai reçu la foudre, bien évidemment, j'ai pas été foudroyé dans le sens complet du terme, sinon je serais pas là pour vous parler, pour vous en parler. Mais j'ai perdu connaissance. J'ai une partie de mes vêtements qui ont été brûlés et oui, bien touché donc quand même. Hein, eh bien, il est apparu des capacités tout à fait, on va dire, paranormales. Mais évidemment, lorsqu'on a 7 ans, puisque c'est à l'âge de 7 ans que cela m'est survenu, lorsque nous avons 7 ans, on n'a pas bien conscience des choses. On découvre la vie, on découvre les sensations, les perceptions, etc. C'est avec le recul que je me suis rendu compte que ce phénomène était déjà présent à cet âge-là et qui a succédé à ce phénomène de la foudre. Vous pensez Alors on peut pas tirer de conclusion parce que Matthew Manning, qui est un sujet aussi très connu, qui fait de la psychocinèse, qui maintenant pratique la guérison dans la banlieue londonienne, Uri Geller et d'autres sujets, disons connus, ont été frappés par la foudre. Nous ne pouvons pas en tirer de conclusion scientifique parce que statistiquement c'est vraiment très léger. Mais le constat, tout au moins ce qui me concerne, doit être fait. Voilà. Alors, dites-moi, Jean-Pierre Girard, est-ce que, parce que c'est vrai que les souvenirs de la petite enfance sont assez difficiles à faire remonter à la surface, mais vous faites bien vraiment la césure entre l'avant cet événement et l'après? Tout à fait. C'est tout à fait, et je dirais que je l'ai compris à travers les petits malheurs et les grands malheurs qui me sont arrivés. Que se passait-il? Imaginons cette campagne tourangelle, cette cour d'école, ces bâtiments d'école qui dataient de l'époque de Napoléon III, on voit bien ce que je veux dire. Et dans cette cour d'école, donc, je me rendais compte que je gagnais les paris avec mes petits camarades de façon absolument insolente. Je suis bien insolente. Alors je devinais le nombre de billes qu'ils avaient cachées, ou l'endroit où ils les avaient cachées, etc. Alors ces paris gagnés n'ont pas duré très longtemps, parce que vous imaginez que on a fait taire un petit peu la pertinence de la perception extrasensorielle de Jean-Pierre. On le ressent de belle manière quand il voulait exiger le nombre de billes qu'il avait gagnées dans ses paris. Ce qui est plus difficile, c'est l'instituteur. L'instituteur, c'est un grand gaillard qui avait pratiqué la boxe dans sa jeunesse, et lui était évidemment fort agacé par ce que je lui soumettais. C'est-à-dire j'étais très indiscipliné, vraiment très indiscipliné. Donc pour me maîtriser, il me posait des questions ex abrupto, et j'y répondais avec une facilité absolument déconcertante. À telle enseigne que parfois je répondais avant qu'il ait terminé son propos. Évidemment, ça le mettait dans une colère absolument folle, et cela a terminé vraiment par, on peut dire, pratiquement un martyr dans cette école primaire, devant les yeux complètement effarés des autres élèves. J'étais roué de coups, des coups de pied dans les côtes, etc., par terre, enfin bref. Très dur quand même, extrêmement violent. Ça a été très violent, très violent. J'avais une position fœtale pour me protéger au maximum, et malgré tout, je savais que je le dominais. Et cet enfant que j'étais souriait sous les coups. Alors je ne dis pas que j'avais pas mal, bien sûr, mais vous voyez, alors évidemment ça le mettait encore en plus en rage. Voilà. Donc j'ai vécu vraiment un martyr à l'école, et j'ai eu la chance, je dis bien, d'être de la DAS, de l'assistance publique, parce que les visites de contrôle par les médecins de l'assistance publique de la préfecture de Tours, donc faisaient que tous les ans mes parents nourriciers devaient m'amener à la visite médicale pour voir si j'étais bien traité, disons. Et alors je suis arrivé donc après avoir été la veille rossé de belle manière, l'oreille partiellement décollée, 2 côtes qui étaient, on l'a su après, qui étaient fêlées, et une partie du visage bleuie.
oui. Ah oui, d'accord. Et alors là, ça m'a sauvé, si je puis dire, puisque évidemment l'assistance publique a compris tout à fait le scénario. Ouais, évidemment, elle n'a pas ouais. fait de rapport avec la parapsychologie, ça vous l'imaginez, Ouais. mais elle a compris surtout que l'instituteur s'acharnait de belle manière sur moi. Ouais. Mais Donc, dites-moi, j'étais retiré de cette école primaire rapidement. ouais, mais dites-moi, Jean-Pierre Gérard, est-ce que donc les capacités dont vous nous parlez, c'était une espèce de phénomène de télépathie ou de voyance qui se manifestait en vous? C'était ça les premiers phénomènes qui se sont manifestés. C'est ça les premiers phénomènes. Donc il n'y avait pas de phénomène physique. Ouais. Mais vous savez, moi je crois que beaucoup parmi nous, dans leur enfance, font spontanément, de façon tout à fait intuitive, des phénomènes. Simplement, la société très rapidement les efface, on va dire castre ces phénomènes en fait par simplement la vie de tous les jours, la culture, l'histoire, voilà. Ça, je pense. Donc, sans être obligatoirement frappé par la foudre, je pense que beaucoup, et moi je vois bien dans les conférences que je donne, où je croise des hommes, des femmes qui dans leur jeunesse, ou même après, disent, ben voilà, ce qui m'est arrivé ponctuellement. Et beaucoup de gens sont... des phénomènes de psy émergent à des occasions diverses. Je ne dis pas qu'ils émergent forcément au quotidien, mais qui sont là, présents, et je me rends bien compte que ce phénomène ne demande qu'à être vulgarisé, ce que j'essaye, à mon niveau, de faire à travers les stages et les conférences. Ouais. Dites-moi, Jean-Pierre Gérard, comment était l'adolescent Jean-Pierre, sachant que il était différent des autres? Parce que ça, vous l'avez compris très rapidement que vous étiez différent des autres. J'ai compris à travers les coups que j'ai reçus quand même, parce que j'ai eu pas mal de difficultés. Vous avez vu dans mon autobiographie quand même, j'ai été en collectivité très très tôt. Et évidemment, la vie de collectivité, quand on a 13 ans et demi et qu'on se trouve mélangé avec des gaillards de 18 ans, dans un milieu difficile, puisque c'était des jeunes qui étaient, disons, on va dire maintenant, en milieu... Enfin, qui est issu de milieu à problème, voilà. Ouais. Et mais j'avais fait taire ces phénomènes parce que finalement, pour moi, quand j'exprimais de façon tout à fait sauvage, on va dire, cette télépathie, ces phénomènes un petit peu curieux, je me rendais compte quand même qu'il m'arrivait des déboires. Et au fond, cette vie de jeune et d'adolescent ensuite m'a un peu montré ce que j'aurais à vivre plus tard. Un vivre plus tard vis-à-vis de cette société tout à fait policée. Et est-ce que cela vous a aidé dans vos études? Enfin, là on se tourne plus vers l'anecdote, mais j'imagine que quand on a ce genre de capacité, quand on arrive pour un examen, un concours, une interrogation plus ou moins compliquée, est-ce que vous y arriviez différent, stressé comme tout le monde? Comment ça se passait? Mais il m'est arrivé un phénomène curieux. Alors, je reprécise, donc j'ai quitté cette école, après j'étais en pension, avec un uniforme et tout, enfin une vie déjà qui préfigurait ma carrière militaire, courte, mais certes assez dense, comme on le verra plus tard. Là, je ne faisais plus ces phénomènes, parce que vraiment, mais un jour... Après, j'ai travaillé en usine parce qu'il faut savoir quand même que je n'ai pas de bagage orthodoxe. J'ai quitté l'école où l'école m'a quitté, je n'en sais trop rien, à 13 ans et demi. Ah oui, quand même. 13 ans et demi avec un certificat d'études en poche. Voilà, c'est mon diplôme que je revendique haut et fort parce que c'est le seul diplôme vraiment officiel que j'ai. Et ça étonne beaucoup et on pense souvent que je galège en disant cela, mais point du tout, compte tenu de mon parcours qui va suivre. Alors, je travaillais en usine et un samedi, j'étais un peu nonchalant, ne savant que faire, j'avais 17 ans et j'habitais à l'époque la région de Tours, donc j'étais à Tours, puis je flânais sans but précis. Je passe devant un bouquiniste qui avait ses bacs sortis et il avait des livres. Moi, je regarde ces livres sans trop être convaincu. Vous le savez, Tours est une ville de faculté de médecine, et il se trouve que ce bouquiniste avait des livres de médecine. Mais avec mon éducation tout à fait limitée,
je saisis un ouvrage que je trouvais assez super parce qu'il était très épais, avec une belle reliure, et je lis Précis d'histopathologie humaine. Alors je croyais vraiment que c'était un livre d'histoire, moi. Je n'avais pas la connaissance de la sémantique médicale. Je dis, tiens, c'est un livre d'histoire. Alors je le feuillette, et c'est un livre qui faisait au moins le volume de mon encyclopédie actuelle, au moins 800 pages, et je laisse échapper les feuilles avec le pouce, comme cela, et je vois l'histologie, c'est l'étude, comme vous le savez, des tissus, et là en l'occurrence des tissus pathologiques. Donc on voit des tableaux, pour moi des tableaux abstraits, enfin j'imagine ces coupes de tissus, et puis les textes qui pour moi étaient évidemment d'un langage tout à fait abscon. Je feuillette cela et je repose le livre. Et je vais m'assoupir dans un petit parc voisin, et dans un état un petit peu, on va dire, de rêve éveillé, je revois les pages qui très calmement défilent avec l'iconographie que je retrouve et tout, etc. Je n'ai pas fait vraiment le rapport, mais ce qui m'a surpris, c'est de revoir des images qui semblaient être identiques à celles que j'avais feuilletées. Voilà. Alors évidemment, je sursaute, je cours de nouveau vers le bouquiniste, évidemment en priant pour que le livre soit encore dans le bac, mais on imagine bien qu'un samedi après-midi, un précis d'histopathologie humaine chez Malouane éditeur n'est pas un prix Goncourt. Non, ça va. Il y a des chances pour qu'il soit encore là, oui. Et il y avait des chances, effectivement. Et j'ai retrouvé le livre, et alors là, j'ai revu de façon absolument comme un scanner, j'ai revu absolument tout ce que j'avais vu dans ce rêve éveillé. Évidemment, j'ai acheté ce livre. Ce qui a dû étonner le libraire, entre parenthèses. Comment? Ce qui a dû étonner le libraire, entre parenthèses. Non, j'ai même pas fait le commentaire au libraire. Oui, non, mais j'ai acheté. Mais il est étonné parce que j'avais plutôt, c'est vrai, un profil d'ouvrier qu'un profil d'étudiant en médecine. Ça, c'est clair, surtout à 17 ans. Et j'ai toujours fait très jeune homme longtemps. Enfin, ça, cette période est quand même écoulée depuis un moment. Alors, je me saisis de ce livre, et puis je monte dans ma petite chambre, et évidemment, je veux recommencer le phénomène. On l'a compris. Alors, avec une volonté évidemment farouche. Et on aura compris aussi que je n'y parviens pas. Car j'ai compris, quelque temps après, qu'il fallait surtout pas être très impliqué quand on veut faire un phénomène. Ce qui est paradoxal. Souvent on me dit, mais il faut avoir une attitude mentale très ferme, une volonté affirmée. Que nenni. Et donc un jour, je continue. Mais je n'étais pas absolument tous les soirs à essayer de m'exercer sur cet ouvrage. Mais un jour, j'ai dit, j'essaye, mais sans trop grande conviction, comme on dirait maintenant, cool. Eh bien, cool, j'ai refait le phénomène. Et après, j'ai compris qu'il fallait que je sois non impliqué, tout en ayant une volition subliminale, en quelque sorte. Et là, j'ai refait à telle enseigne que j'ai eu la sagesse d'acheter des livres de médecine, d'anatomie, de physiologie, physiopathologie, etc., des livres de physique, et des livres vraiment scientifiques, de biologie cellulaire, etc. Je me suis retrouvé avec un bagage extraordinaire, et on peut comprendre pourquoi quelques années plus tard, j'ai eu les postes à responsabilité comme diriger un laboratoire pharmaceutique. C'est-à-dire que en feuilletant de manière nonchalante, lâcher prise, on y reviendra ça aussi sur ce phénomène particulier, vous avez emmagasiné la connaissance de ces livres comme ça en quelques heures, alors que pour d'autres il faut plusieurs années d'études. Oui. Ah oui, il faut plusieurs années d'études pour être à ce niveau-là, ça c'est clair. Mais je sais pas comment expliquer cela. Donc, vous avez avalé la connaissance, comme ça, J'ai avalé la connaissance. Et j'ai eu la chance à cette époque, parce que 17 ans, j'aurais pu très bien distraire ce phénomène sur d'autres lectures, d'autres sans intérêt vraiment. Et voilà, mais c'est peut-être reconnaissance intuitive, inconsciente, avec vraiment ce phénomène d'une lecture d'abord d'un livre scientifique
qui m'a encouragé de façon tout à fait naturelle, je dirais, à absorber les livres scientifiques. Quel a été votre parcours par la suite? Vous vous êtes fait plus confiance? Vous avez lâché la bride à vos capacités petit à petit, fort de cette expérience? Alors cette expérience donc était du domaine, on va dire, de la perception extrasensorielle. Nous ne sommes pas là dans le domaine physique. Oui, tout à fait. Mais ce phénomène, je pensais qu'il allait tout à fait être illimité. En fait, il s'est atténué après un peu plus d'un an. Mais j'ai gardé une rétention mnésique assez exceptionnelle quand même, surtout visuelle, qui m'a servi après pour d'autres activités de l'ombre, on va dire. On en parlera sans doute. Et ça, oui, ça m'a servi énormément, et ça me sert toujours d'ailleurs. Alors, ce bagage, mais là, on ne parlait pas de phénomènes physiques. Mais c'est vrai que ces phénomènes, disons, de psychocinèse, je ne savais même pas du tout ce que c'était, je ne connaissais pas le terme d'ailleurs, j'étais persuadé au fond de moi que c'était possible. Je sais pas, j'avais c'est une certitude, vous savez, une certitude que nous avons parfois pour certains actes, pour certaines choses que nous faisons, que nous vivons dans le quotidien. On a une certitude. On n'est même pas effleuré par un doute. Oui. Mais je n'y parvenais pas. Je n'y parvenais pas du tout. Alors, j'ai un parcours après, j'ai continué donc à travailler en usine, et puis j'en avais un petit peu marre de cette monotonie de l'usine, et je me suis engagé. Voilà, je me suis engagé. Et je suis atterri dans une arme qui s'occupait de missiles. Ouais. Voilà. D'accord. Et là, mon parcours de vie il a été sacrément modifié. Jean-Pierre Girard, une première pause. On se retrouve dans quelques instants pour continuer à découvrir votre parcours et par là même la progression de vos talents, de ces capacités étonnantes qui ont commencé comme ça à grandir en vous. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Jean-Pierre Girard est mon invité ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. On aura l'occasion de parler de vos ouvrages dans le livre, l'encyclopédie du paranormal. On en parlera tout à l'heure. Vous l'avez dit, 800 pages avec énormément d'entrées, comme l'on dit dans le jargon. Mais revenons à votre vie de jeune adulte. Vous vous êtes engagé dans l'armée. Vous avez travaillé donc dans un corps d'armée qui s'occupe de missiles, c'est ça, hein? Exact. Alors là aussi, il s'est produit quelque chose d'étonnant. Donc dans cette histoire de collaboration avec l'armée, j'étais donc affecté au département des missiles. Et au départ, j'étais qu'un simple tireur de missiles, c'est-à-dire que voilà. Et il se trouve que les missiles en question étaient guidés par un pilote, c'était des missiles philo-guidés qu'on appelle, avec contre les blindages, etc. Des missiles assez performants. Et il se trouve que jamais aucun missile n'a chuté et a été en dehors de la cible grâce à mon concours. Alors très rapidement, nos amis militaires ont bien compris que c'était intéressant parce que les missiles, il faut savoir que la France quand même est vendeur d'armement et vendresse, on va dire, plus exactement d'armement, et qu'ils ont compris très rapidement que faisant des démonstrations avec Jean-Pierre Girard de la capacité au missile à atteindre son but constamment, c'était quand même un plus pour faire venir dans les armées, disons, qui étaient bien pensantes à l'époque, pour faire des achats et des ventes, donc des ventes de missiles. Ah, évidemment, c'est vendeur, ça c'est clair. Ah, c'est très vendeur parce que nous faisions des tirs à partir de blindés, mais aussi à partir d'hélicoptères. À l'époque, c'était des Alouettes 2. Et donc je ne loupais aucun, même s'il y avait des défaillances techniques. Il y avait des générateurs de courant, je vous passe les détails, du courant carré qu'on appelle, et parfois le générateur était en panne et le missile arrivait quand même au but. Alors ça a surpris beaucoup nos chers militaires et mes supérieurs hiérarchiques. Et puis aussi, ce qui a surpris mes supérieurs hiérarchiques, c'est que j'ai amené des petites informations, des petites notes, on va dire, pour augmenter les performances du missile, et sur le plan, et j'ai eu ce qu'on avait dans le privé, dans le civil,
la justification de brevet éventuellement. Voilà. Donc voilà. Alors je suis pas très fier de cela. C'est un parcours effectivement où j'ai participé effectivement à l'amélioration d'armements, refroidissement des armes automatiques avec des fluides caloporteurs spécifiques, etc., etc. Et je vous passe certains détails bien sûr. Mais là, sans toujours utiliser vos capacités, ou elles entraient en jeu quand même? J'utilisais mes capacités de connaissances acquises et puis de sensibilité. Une capacité à relier. Mais ça, je pense que c'est les capacités d'un bon chercheur, c'est de relier entre eux des éléments, des phénomènes qui ne sont pas systématiquement associés. Et puisque après beaucoup plus tard, j'ai eu ma propre société de recherche de haute technologie j'ai déposé 17 brevets. Donc voilà. Mais sans bagage de départ, uniquement bagage orthodoxe, encore une fois. Et alors, Jean-Pierre Gérard, quand est-ce que, pour la première fois, vous avez, vous l'aviez senti, c'était en vous déjà, mais vous avez pas franchi le pas d'essayer une première influence sur la matière, c'est-à-dire vraiment de prendre conscience, de mettre en branle cette capacité psychocinétique que vous aviez en vous? Eh bien, ça s'est passé là aussi de façon tout à fait curieuse et de façon presque involontaire. J'habitais en RFA à l'époque, et puis je vais pour monter dans mon véhicule, ma voiture, c'est un samedi cool, là aussi je le répète, c'est très détendu, et je vais pour mettre la clé dans la porte, dans la serrure de la portière, et puis cette clé ne peut pas rentrer, et je vois qu'elle est pliée. Alors là j'ai pas tiré une conclusion psychokinétique particulière, j'ai dit peut-être qu'elle était dans ma poche, coincée avec d'autres clés, etc., etc. Et c'était le premier événement quand même qui m'a interpellé et qui m'a remis un petit peu dans le désir, j'ai bien le désir d'essayer de plier quelque chose. Parce que on est bien d'accord, lorsque vous participiez à ces lancers de missiles, ils faisaient tout le temps mouche, de manière consciente ou inconsciente, vous utilisiez cette capacité pour guider le missile, en fait. Voilà, c'est clair. C'est clair, parce que parfois, il y avait ce qu'on appelle des ruptures d'un des fils de guidage. Oui, donc l'engin se casse la figure. Là, il ne se cassait pas la figure. D'accord, on est d'accord. Donc après, avec les expertises qu'on faisait à chaque fois qu'il y avait un tir, les gens ont compris. Alors, ils n'ont pas du tout... fait le rapprochement. N'ont pas compris que c'était du paranormal. Bien sûr. Alors, revenons à cette clé pliée, donc. Ça a été... C'était un choc, parce que j'avais un doute quand même qui était instillé là de façon certaine. Alors, dans ma chambre, là j'étais pas encore officier sorti du rang, j'étais qu'un sous-officier, mais donc nous avions le bénéfice d'une chambre individuelle. Et j'ai essayé donc de refaire cela. Et déjà, j'avais une attitude qui était assez rigoureuse, puisque j'ai dit je vais essayer sur quelque chose qui n'est pas aussi discutable qu'une clé. Une clé, c'est bon. Donc j'ai essayé sur des règles, une règle d'aluminium, une règle d'écolier, des choses comme ça. Et effectivement, avec vraiment un tracé que je faisais et tout, c'était curieux parce que j'avais déjà intuitivement, je le répète, saisi que pour moi, pour m'afficher une certitude en moi, avant d'afficher une certitude pour les autres, voilà. Et que j'avais donc la possibilité, et effectivement, j'ai arrivé à courber une fois. Après, évidemment, ça s'est pas reproduit. Il a fallu que je recommence, que je sois cool, détendu. Je dirais souvent le mot cool, et je me regrette parce que c'est ce qu'on appelle en marketing les mots papillons. Alors, faut éviter. Je voudrais pas que ce mot papillon revienne tout le long de l'émission. Ne vous inquiétez pas, ça ira très bien. Mais dites-moi, Jean-Pierre Gérard, la première fois que vous avez fait une tentative sur une règle carrée, ces règles d'écolier que l'on a tous connues, et qu'elle s'est tordue, qu'est-ce que vous avez ressenti? Elle s'est en fait pliée, pour être exact. Et souvent on confond les deux termes, dans le langage, c'est vrai. Donc elle s'est pliée. On pourrait dire, elle s'est courbée. Non, ce que j'ai ressenti, c'est que j'ai compris une chose, c'est que souvent, en ce qui me concerne tout au moins, le phénomène se produit visuellement, c'est-à-dire j'ai une vision holographique un petit peu du phénomène, quelques secondes avant la réalité du phénomène qui s'exprime. C'est-à-dire que dans votre tête, l'image de cet objet plié... Elle était là.
Et j'ai compris après que le phénomène succédait à cette vision holographique. Et donc dans les stages, j'essaye justement de faire saisir d'être ouvert à cette vision, et tout le monde ne l'a pas d'ailleurs, il faut être clair. Je peux quand même plier des objets, mais bon, en ce qui me concerne, ça a été très bien pendant les expériences de laboratoire notamment, notamment devant des experts. Bien sûr, mais magiciens, parce que c'est bien le contraire de nos amis illusionnistes qui disent il faut faire un détournement d'attention pour faire quelque chose d'illusionniste, ou là en l'occurrence en laboratoire de frauduleux. Là c'est bien le contraire. Je préviens, attendez, le phénomène va se produire. Alors évidemment tout le monde, les caméras bien sûr sont là en plus pour ne pas être dupés, mais en plus les gens sont là en train d'observer de façon. Voilà. Alors dites-moi Jean-Pierre Girard, vous avez donc tâtonné durant quelque temps pour essayer de vous comprendre finalement, de savoir comment vous fonctionniez, j'imagine. Ce tâtonnement a duré combien de temps? Ce tâtonnement, cet isolement, je dirais, dans la phénoménologie PK a été très long. Ça a été très long. Ah bon? Ah oui, ça a été très très long, cet isolement, c'est-à-dire je produisais ce phénomène, et puis j'en parlais des fois auprès d'intimes. Je disais, tu sais, je peux faire ci, je peux faire là, c'est formidable. Ah bon, montre-nous, et à chaque fois c'était le bide, quoi, complet. Alors, oui, parce que j'avais pas franchi cette barrière qui consistait à montrer le phénomène, parce que là encore, sur le plan de l'état mental, les états modifiés de conscience qui permettent de produire ce phénomène, tous les facteurs n'étaient pas réunis. Parce qu'il y avait encore là une petite mesure limitative dans l'esprit. Voilà, c'est exactement... on pourrait comparer cela, je l'ai fait dans une interview à la télévision, et on a eu un petit peu peur que j'aille trop loin, mais j'ai comparé cela volontiers à la libido, l'expression de la libido. La libido s'exprime bien quand elle est simplement dans une notion de désir et non de volonté. Oui, quand elle est légère, légère dans le sens noble du terme. Simplement. Tout à fait, c'est vrai. Parce que si vous êtes en train de calculer que là, absolument, votre libido, on comprendra, nous sommes adultes, oui, il faut absolument que là, je sois bien, vraiment, parce que vraiment, j'adore cette fille, et que, voilà, un exemple. Là, c'est foutu. Eh bien, rien ne se fonctionne très bien. Et nous, les hommes, nous savons ce que cela veut dire. Et alors, quand est-ce que vous avez décidé, parce que votre carrière professionnelle, il fallait bien vivre, payer le loyer, manger, s'habiller, etc., etc. Donc il y a votre carrière professionnelle qui a continué. Et quand est-ce que vous avez décidé de vous mettre en lumière, c'est-à-dire là maintenant il faut que je montre et que ça marche? Alors d'abord, il faut savoir que cette carrière militaire qui a duré quelques années, j'ai gagné beaucoup d'argent, que j'ai beaucoup dépensé d'ailleurs. Et vous étiez jeune en même temps. J'ai beaucoup dépensé. J'ai beaucoup dépensé. Et oui, pourquoi? Parce que j'avais des primes, des surprimes, etc. Et je le reconnais avec le recul, j'étais très courageux de quitter ce corps d'armée, parce que dans les marchés que nous avions de l'armement, etc., j'avais on va dire un intéressement, quoi. C'est colossal, quoi. Oui, j'imagine. Et on m'a nommé, pour me maintenir un petit peu, on m'a nommé donc officier, qu'on appelle sortie du rang, c'est-à-dire sans avoir fait Saint-Cyr, Coët-Quidan. Alors après, qu'ai-je fait? Eh bien, je me suis occupé d'enfants en difficulté, d'enfants inadaptés, caractériels, mentaux, dans le cadre d'un foyer de l'enfance. Et là, j'avoue que, évidemment, le salaire n'était pas le même. Il était divisé plus que par 10, voire par 20. Mais je pensais que vraiment, j'avais un rôle à tenir sur le plan humaniste. Et j'ai pas pu continuer cette activité. Pourquoi? Parce que j'étais trop impliqué. C'est-à-dire, les transferts, c'est moi qui les faisais sur les enfants. Oui, pas bon. Et non pas les enfants sur moi. Pas bon. Alors ça, c'est voilà. Et j'étais souvent un peu dans ma chambre, en larmes, plutôt que, voilà. Et ça, c'est pas possible. Alors, j'ai fait cela 2 ans.
alors après, je me suis dit, toutes ces capacités au fond, parce que j'avais toujours ce bagage scientifique énorme que je traînais avec moi. Hein. Et donc je me suis, j'ai postulé pour un laboratoire pharmaceutique. Voilà. Ouais. Et ce laboratoire pharmaceutique, donc on m'engage. Alors moi, je dis volontiers, c'est très vilain, mais j'ai vraiment bidonné mon CV, ça c'est clair. Ce que je ne pourrais pas faire actuellement, parce que les curriculum vitae sont examinés au microscope à balayage électronique maintenant, hein, compte tenu des postes et puis des postulants surtout. Donc, à l'époque, oui, mais nous passions des tests quand même pour voir si ça correspondait. Hein. Quand même, oui, intellectuellement. J'étais censé avoir le bac, début d'études de médecine, et quand j'ai passé les tests, ça a été brillantissime, si je puis dire. Et nous avons fait un stage ensuite, de formation sur les produits que proposait le laboratoire, donc avec des rappels anatomiques, physiologiques et la pathologie qui concernait le produit en question. Et là, vraiment, le médecin qui faisait la formation était obligé de s'absenter une semaine. Il a eu des problèmes, il était malade. Et finalement, on avait compris, on dit, écoutez, Jean-Pierre, compte tenu que pédagogiquement, vous n'avez pas l'air mauvais, mais surtout vos connaissances, est-ce que vous pouvez suivre assurer le stage et j'ai remplacé le médecin qui était absent. Alors ensuite, ma carrière, évidemment, dans l'industrie pharmaceutique a été un peu fulgurante, et puisque je me suis retrouvé après des responsabilités régionales, ensuite nationales. Ensuite, j'ai fait la formation médicale pour les nouveaux produits. Ensuite, j'ai mis en expérimentation dans le cadre hospitalier les nouvelles molécules que proposait le laboratoire. Et donc, je me suis trouvé à la tête, après quelques années, donc à la direction d'un laboratoire pharmaceutique. Ouais. Mais alors, Jean-Pierre Girard, quand est-ce que vous aviez compris qu'il fallait lâcher prise, il fallait être cool, pour employer ce terme papillon que j'affectionne particulièrement, pour réussir à produire presque à chaque fois que vous le désiriez le phénomène de psychokinèse? Je l'ai compris assez rapidement. J'ai parlé tout à l'heure dans ces foyers de l'enfance où j'ai essayé d'aider ces enfants. Là, j'ai essayé de faire vraiment le phénomène qui me fascine toujours d'ailleurs et qui pour les physiciens n'a vraiment pas beaucoup d'intérêt, c'est la télékinésie, c'est-à-dire le déplacement d'objets. Oui, pour un physicien, ça n'a pas tellement d'intérêt parce que le phénomène, une fois qu'il est terminé, on n'a plus trop de choses à se mettre sous la dent, à observer. Hein, l'objet a bougé, bon, c'est bien, c'est sympathique, c'est joli. Esthétiquement, c'est une belle expérience, c'est vraiment une très belle expérience. Et donc, j'avais réussi à faire une télékinésie, mais après, ça a été le phénomène qui a été le plus long pour moi à obtenir. Et on le verra plus tard, il nécessite des forces mécaniques classiques, ridicule par rapport à ce que j'ai pu faire comme phénomène par la suite. Et donc dans ce foyer d'enfant, j'ai réussi à déplacer un briquet en laiton. Pour moi, c'était un jour de joie extraordinaire, de ce déplacement auquel je ne croyais même pas. J'avais une vue qui était presque altérée. J'étais complètement Et là, j'ai commencé à confirmer et à comprendre qu'il fallait à chaque fois que le phénomène se produisait de façon satisfaisante, c'était au moment où j'allais carrément arrêter d'essayer de le produire. Donc j'ai compris là qu'il fallait être en désir, mais ça se passe, c'est bien, ça se passe pas, c'est pas grave. Tout à fait. Et je recommencerai éventuellement un autre jour. Et là, à ce moment. Et souvent, nous avons assisté par la suite en laboratoire dans des expériences où justement nous attendions le phénomène. Il y avait la pression des scientifiques et que je sentais bien, et j'avais donc au-delà d'un désir, j'avais la volonté qui venait se greffer devant cette attente. Quand vous avez le président de l'Académie des sciences qui est présent à une expérience, vous êtes quand même intimidé. Et voilà. Alors l'intimidation, ça se marie mal avec le phénomène, quoi. Donc j'ai compris cela assez rapidement. Alors, je continue un petit peu. Je vous ai parlé de cette carrière médico-pharmaceutique, parce que cette carrière médico-pharmaceutique m'a permis d'avoir, par les postes de responsabilité que j'avais, une grande liberté. Ah oui, parce que mes collaborateurs pouvaient tout à fait s'occuper du laboratoire. Je pouvais m'absenter une semaine, 15 jours, c'est 2 bien jours, ça. 3 jours. Oui, bien sûr. Tout en étant bien payé en plus. J'étais, très bien payé, très bien payé, là, c'était. Mais j'ai toujours gagné beaucoup d'argent, j'ai toujours été beaucoup ruiné. Très bien. Mais je trouve ça assez chouette parce que j'ai vécu des choses
formidable aussi. Bah, oui, et puis l'argent, ça sert à ça. On l'emporte pas avec soi après. Hein. Donc, tout à fait, on n'a jamais vu, comme disait Pierre Dac, un coffre-fort suivre un cercueil. Non, jamais. Alors, revenons donc à cette période où vous étiez directeur d'un laboratoire de pharmaceutique, pardon. Vous aviez du temps libre, donc pour expérimenter. Enfin, alors, vous, à votre propre compte, alors j'expérimentais toujours dans l'isolement, c'est-à-dire que j'expérimentais pour mon propre compte et je ne pouvais pas m'affranchir de cette solitude expérimentale. Et puis, à une émission de Michel Pollack, une émission littéraire, en 1974, sur TF1, pour me souvenir, nous avons le passage fulgurant de notre ami Uri Geller. Oui, le tordeur de petites cuillères. Le tordeur de petites cuillères et d'arrêteur de montre. Oui. Alors, je n'épiloguerai pas sur la réalité qu'il a fait à ce moment-là de ces phénomènes dans le studio, ça ne m'appartient pas, parce que d'abord j'étais pas présent, puis il n'y avait pas un contrôle qui permettait d'affirmer ou d'infirmer d'ailleurs ces phénomènes, mais il a été libérateur pour moi. Et dans les ouvrages que je commets, je lui rends hommage à ce titre, parce que là, tout d'un coup, voilà, ça a été le déclenchement, comme des stagiaires me voyant faire un phénomène, me voyant plier une barre métallique, me voyant déplacer un objet, eh bien, se libère tout d'un coup. C'est un espèce de feedback qui va s'opérer. Et bien là, c'est ce feedback qui s'est passé à travers l'écran donc de télévision. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes regardant cette émission de télévision ont été de leur petite cuillère pliée. Oui, exact. Ou on a été de leur montre qui a remarché, qu'ils ont retiré d'un tiroir où ils l'avaient mise. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Alors. Ensuite, j'ai fait des émissions sur votre confrère RMC, d'ailleurs avec le professeur Robert Toquet, qui nous a quittés il y a quelques années. Et effectivement, nous avons fait des expériences comme cela à la radio. Et c'est extraordinaire parce que des personnes appelaient, nous avons fait ci, nous avons fait là, au moment où moi je faisais ces pliages. Et pourtant, la radio n'est pas visuelle. Oui, tout à fait. Mais dites-moi, Jean-Pierre Girard, là, vous avez vu Uri Geller à la télé réaliser ce tour, j'allais dire, non, réaliser ce phénomène, produire ce phénomène. Bon, et là, qu'est-ce qui s'est passé pratiquement? Vous avez dit, bah tiens, je vais appeler Michel Pollack ou je vais appeler un tel. Il faut absolument que je... Oh non, simplement ce que j'ai dit, oh là là, il peut le faire lui. Ouais. Et puis à cette époque-là, j'ai considéré aussi que peut-être beaucoup de personnes étaient comme moi. Et au fond, on le faisait, mais ne pouvait pas le faire devant d'autres. D'accord. Et pour moi, c'est un éclairage extraordinaire. Et puis, en fait, j'étais pas familiarisé, j'avais pas des livres sur la parapsychologie, etc., etc. Pour moi, j'étais enfermé, en fond, dans mon phénomène. De temps en temps, voulant l'exprimer quand même un petit peu à l'extérieur, ça ne marchait pas. Mais là, c'était le déclenchement. Alors, suite à cette émission, j'ai commencé à tester mes capacités devant donc des amis. Oui. Et alors c'est là que j'ai pris une béquille que je regrette beaucoup, mais que je n'ai aucun remords, aucun scrupule à exprimer, parce qu'en plus, dans le futur, ça a été vraiment un facteur positif pour les scientifiques, parce que j'ai dit, mais je me suis appuyé sur l'illusionnisme. Alors là, que n'avais-je fait, enfin avec le futur, que n'avais-je fait là, mais je l'ai fait de façon absolument tout à fait naïve, sur des phénomènes qui étaient tout à fait mineurs, disons, mais qui pouvaient, comme ça, je dis, j'ai ma béquille, si je peux pas réaliser le phénomène... Je peux faire un tour de précédigitation. Voilà. Mais écoutez, moi j'ai fait une comparaison, d'ailleurs, dans mes ouvrages, en faisant la comparaison du quinquagénaire, du sexagénaire, qui finalement... Il a sa boîte de produits qui commence par un V, qui finit par un A. Qui sont bleus, non? Et il dit, je pourrais assumer si éventuellement j'ai une défaillance. Et le fait de savoir qu'il a ce comprimé bleu, voilà, pour ceux qui n'auraient pas compris, dans son tiroir de la... donc, voilà. De la table de nuit. De la table de nuit. Ça le rassure. C'est une béquille psychologique. Voilà, c'est une béquille psychologique. Alors, évidemment, ça m'a nui beaucoup au départ, ça c'est clair, c'est clair, je le reconnais maintenant. Et puis même les critiques d'arrière-garde que nous avons encore en 2007-2008, eh bien, évidemment, ne se privent pas. Mais j'ai au moins la franchise de l'écrire et d'en parler comme je fais aujourd'hui avec vous. Et pour moi, ce n'est pas... Et la plupart des sujets, d'ailleurs, alors c'est cela aussi, il y a un côté fragile dans la parapsychologie, bien sûr, parce que la plupart des sujets ont étudié peu ou prou. Moi, c'est plutôt peu que prou. Et ça, les magiciens
confirmés, qui ont eu l'occasion de me croiser à cette époque-là, peuvent le dire avec vraiment comme l'expert Ranky, que vous connaissez. Oui, Ranky, oui, que j'ai reçu plusieurs fois dans cette émission, bien sûr. Oui. Vous êtes un piètre magicien, quoi, finalement. Oui, mais moi j'avais croisé à l'époque Christian Fechner, qui est un producteur qu'on connaît bien, mais qui avant d'être producteur, faisait du cabaret, etc. Et j'avais croisé, parce que aussi dans ma carrière, j'ai fait du cabaret il y a quelques années, mais il y a très longtemps, je faisais de l'imitation. À l'époque où l'imitation c'était pas très prisé, parce qu'en dehors de mes activités de dirigeant de laboratoire, je m'amusais beaucoup, je faisais plein de choses. Hein. Je vois ça. Et j'avais croisé, j'avais dit, Christian, écoute, c'est formidable ce que tu fais, c'est quand même pas normal, à cette époque-là quand même, c'est quand même dans les années 70, hein, c'est quand même, milieu des années 70, encore le magicien, l'illusionniste représentait quand même un mystère, un grand point d'interrogation pour le public. Alors maintenant, non, évidemment, maintenant on montre les tours à la télévision, on dévoile les choses, même depuis longtemps, hein, avec des émissions grand public, au fond, les magiciens ont scié la branche sur laquelle ils étaient assis. Et alors, on a pris involontairement, nous les sujets psy, on a pris le relais bien involontairement, parce que c'est encore nous, par les phénomènes que nous produisons, qui créons, je dirais, au niveau du public, je mets entre guillemets bien sûr, une magie, dans la perception de ce que nous faisons. Alors évidemment, je continue donc mon propos. Je montre ces phénomènes devant mes amis, et ma béquille me sert de moins en moins, elle me sert plus du tout. Voilà, elle arrive à plus me servir de tout parce que je sais que je peux l'utiliser. Et après, les phénomènes qui ont su devant ses amis, qui se sont produits, ont pu être de plus en plus importants. Et là où la place de l'illusionnisme n'était tout à fait inutile et impossible d'ailleurs par la nature même des phénomènes que je produisais. Tout à fait. Jean-Pierre Girard, une pause. Et là, on va rentrer de plein pied dans les expériences que vous avez réalisées avec des scientifiques. Et là, on va comprendre vraiment l'étendue de cette capacité étonnante que vous avez et surtout les questions qu'elle pose à la science. À tout de suite. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio ce soir, ce week-end avec une très belle rencontre en compagnie de Jean-Pierre Girard qui est mon invité ce soir et que l'on retrouvera également demain soir. Jean-Pierre Girard, rentrons maintenant de plein pied dans l'expérimentation. On a découvert votre parcours jusqu'au moment clé où, j'allais dire à ce moment-là, vous allez basculer dans la lumière, vous dévoiler au grand public et surtout prendre le risque de vous dévoiler aux scientifiques. Donc on comprend bien là que d'abord vous avez pris un risque, vous l'avez cherché, ce risque, vous l'avez affronté, et donc ça dénote d'une honnêteté intellectuelle qui, à mon sens, ne peut pas être remise en doute, bien qu'en disent certains zététiciens, pour ne citer que. Alors, parlons, Jean-Pierre Girard, si vous le voulez bien, de la première expérience que vous avez tentée. Comment êtes-vous rentré en contact avec un scientifique et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il faut que je continue le fil un petit peu. Je commence à faire ces expériences devant les intimes. Ouais. Et j'habitais Paris à l'époque et ça a été une traînée de poudre. J'imagine. Parce que j'ai rencontré des gens comme Gérard Houry, Léon Zitrone, etc. Des gens. Donc j'ai fait un petit peu le show, un show devant un parterre, disons, de médiatiques, de gens de spectacles, de gens, voilà. C'est un petit peu comme la parapsychologie au 19e siècle, parapsychologie de salon, quoi, en quelque sorte. Tout à fait, de salon, tout à fait, comme Douglas Home le faisait, comme d'autres sujets les faisaient. Ouais. Alors, j'étais un peu grisé, c'est vrai. Ah bah je le oui, reconnais volontiers. J'imagine. Voilà, parce que là, enfin, je pouvais exprimer mes phénomènes. En plus, on m'invitait, c'est clair, hein, pour qu'à la fin du repas, je fasse comme, vous savez, on pousse la chansonnette après un repas de première communion, de mariage. Mais là, bon, c'était moi, j'avais droit. Mais c'était étonnant parce que je me souviens d'une anecdote où il y avait, c'était le président de la Gaumont. J'ai
j'ai perdu son nom, Poiret. Son fils Jean-Marie Poiret, connu comme aviateur. Donc nous avions Gérard Houry, nous avions Michel Morgan, nous avions Léo Zitrone et son épouse, et puis d'autres personnalités. Juste une parenthèse. Oui. Michel Morgan était réellement très belle quand on était à côté d'elle. Ah oui, vraiment fascinant. Bon, d'accord. Ok. Voilà, je voulais savoir. De charme, de gentillesse, un rayonnement étonnant. Oui. Et oui, nous avons beaucoup échangé. Elle était vraiment et puis Gérard Houry toujours lançant des mots de bonne humeur. Et puis notre hôtesse, donc Madame Poiret, donc nous m'invite à aller passer dans une autre pièce et sur le parquet, donc elle dispose des objets que les invités sont appelés à déposer. Ouais. Et puis j'étais un petit peu euphorique parce qu'il faut dire que les vins étaient de qualité. Je suis épicurien et c'est vrai qu'un Château Latour 1947 me laisse pas indifférent. Ah bah non, là je comprends bien. Oui, je suis d'accord avec vous. D'accord. Ah oui, ouais, c'est différent. Et puis d'autres de ce style, quoi. On a démarré quand même modestement par un chef du Kiem. Oui. Un foie gras entier naturel. Mais ça, c'est pour l'anecdote. La barre était haute déjà. Donc. On s'écarte du sujet, mais le bien-être aussi et l'état mental légèrement euphorique. Mais ça, mes amis, n'abusons pas d'alcool, je le précise, parce que je voudrais pas être un prosélyte de ces boissons. Mais favorise. Et certaines personnes, en état légèrement euphorique, ont pu enfin se libérer et provoquer, produire des phénomènes. Ouais. Alors donc, on pose toutes divers, des montres, des clés évidemment, parce que ces clés, ils avaient gardé cela en mémoire, mais moi, j'ai sévi beaucoup dans les clés, c'est moins qu'on puisse dire. Et à ce moment-là, j'étais très enfant. Je m'assis en tailleur sur le parquet. Alors tout le monde évidemment a les yeux fixés sur ce tas d'objets hétéroclites là, et je suis vraiment très en forme. Et là, on aperçoit que les objets commencent à vibrer en quelque sorte, et nous assistons à des lévitations de quelques objets. Alors tout le monde est fasciné, et puis les objets lévitent à 50-60 cm du sol, et puis après se reposent de façon tout à fait harmonieuse, comme si ça franchissait bien sûr de la loi de la gravitation universelle chère à notre ami Newton. On voilà un qui aurait pu se dispenser de nous démontrer la gravitation parce qu'on pourrait l'éviter de belle façon maintenant. Hein. Et je dis toujours, s'il avait vécu sous les îles et qu'au lieu de recevoir une pomme sur la tête, il aurait reçu une noix de coco, on serait tranquille, c'est ça. Nous pourrions l'éviter allègrement maintenant. Bon, excusez-moi parce que je résiste mal à un manque d'humour pendant 10 minutes. Alors, ces objets qui décollent et qui atterrissent. Alors Gérard Houry, voilà où ça rend c'est sympathique, c'est que Gérard Houry, homme de spectacle évidemment, homme de mise en scène, dit ah bon, moi je croyais que les objets allaient voler au plafond. Oui, bien sûr, oui, c'est ça, oui. Voilà. Ouais. Alors cette vie parisienne de salon, très bien. Et France Culture, avec à l'époque était dirigé par Michel Cazenave, et c'est vrai que là, à cette époque-là, France Culture a fait un grand pas justement vers une ouverture, vers ces physiques avancées, comme celle que prônait Olivier Costa de Bourgard. Il y a un invité dans cette émission de France Culture qui s'appelle Zbigniew William Wolkowski, professeur à l'université Pierre et Marie Curie. Et William Wolkowski lance un appel à la radio, à France Culture, en disant eh bien, nous cherchons des sujets qui pourraient se prêter à des expériences. Et voilà comment a commencé. Alors évidemment, moi j'ai contacté France Culture, etc. Et nous avons commencé les premières expériences avec William Wolkowski. Alors entre-temps, je continuais à faire un peu de salon. Voilà. Alors ça c'est sûr. Et j'ai croisé François de Closet. François Closet, Daniel Carry qui était commentateur scientifique, rédacteur scientifique à l'hebdomadaire Le Point. Et puis François me dit, écoute, c'est formidable, mais écoute, si tu continues à faire du salon, si tu continues à faire des émissions, j'avais commencé à faire des émissions avec Philippe Bouvard, sur une émission tardive, et bien écoute, je crois que les scientifiques, tu vas décrédibiliser leurs travaux, et en plus, je pense pas que tu pourras aborder vraiment une approche scientifique. C'est à toi de faire un choix, tu fais le choix d'une démarche scientifique ou d'une démarche de salon, comme ça, de spectacle. Après tout, c'est ton libre arbitre. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Et ben j'ai dit, je choisis le laboratoire. Vous avez donc contacté ce scientifique que vous avez entendu sur France Culture, et que s'est-il passé? Est-ce que il a été ravi d'abord d'avoir de votre proposition? Mais il
été ravi parce qu'à la limite, c'était pas le premier appel qu'il lançait et personne ne se présentait. Alors, quand je l'ai contacté, il a été vraiment enchanté et il a mis en œuvre, mais très rapidement, avec beaucoup de méticulosité et vraiment de précautions opératoires, ayant conscience que s'il observait des phénomènes, il faudrait qu'auprès de ses confrères, ça puisse être vraiment validé. Et donc nous avons commencé à faire bien sûr des traditionnels, on va dire, pliages de barreaux, mais très rapidement c'est quelque chose qui l'a intéressé bien évidemment, des barreaux qu'il avait préparés lui-même avec des références et des alliages différents. Et il a commencé aussi à me soumettre des expériences assez étonnantes. Comme une action sur les cristaux liquides, par exemple. Alors ces cristaux liquides, ce sont où on connaît tous les thermomètres médicaux à cristaux liquides qui changent de couleur au fur et à mesure que la température monte. Voilà. Alors ? Donc, eh bien, j'ai changé la couleur de ces cristaux liquides à une distance de 2 mètres. Donc, ça se présentait un petit peu comme des cartes postales, sombres, noires, sur lesquelles par mon regard, puisque en fait, quand je tournais la tête, la tache de couleur, très bien avec les arborescences, et c'est superbe, eh bien disparaissait. C'est quelque chose qui l'a étonné véritablement, parce que sur le plan expérimental, on comprend mal comment cela peut se produire de façon traditionnelle, disons. Il a aussi initialisé les premières expériences sous tube de verre. Oui, ça. Alors, on en parlera tout à l'heure, mais ce que je voudrais d'abord, c'est comment avez-vous appréhendé, parce que c'est la première fois que vous vous retrouviez en tant que, gros guillemets, sujet ou cobaye comme ça, dans une expérience scientifique. Vous avez participé à l'élaboration des protocoles, par exemple, ou vous laissiez porter? C'est William qui était le responsable des protocoles, des expériences. C'est-à-dire que je ne savais pas trop, je ne savais pas du tout, à dire vrai, à l'avance les expériences qu'il allait me proposer. Donc j'étais très excité parce que pour moi c'était un honneur. C'était un honneur d'avoir un scientifique qui s'intéressait aux phénomènes paranormaux, parce que là, après, j'avais compris que c'était des phénomènes paranormaux quand même entre-temps, et surtout, donc, qu'il soit heureux de collaborer avec moi. Et à cette époque-là, comme je le disais précédemment, bon, j'ai cessé progressivement toute expérience de salon sous les conseils de François de Closet et de Daniel Carrick, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais dites-moi, Jean-Pierre Girard, là on était dans quelle période? 74, 75? Fin 74. Fin 74, Voilà. Et donc William il a observé, filmé d'ailleurs des expériences où nous assistons à des lévitations d'objets, à des télékinésies évidemment, mais des lévitations d'objets qui sont un phénomène très très rare. La lévitation, je parle de l'objet proprement dit, tout à fait, que j'ai opéré à Utrecht, à l'université d'Utrecht aussi en août 97. Mais c'est rare. C'est un phénomène où je suis trop impliqué esthétiquement, disons. Quand le phénomène commence à se produire, je suis tellement fasciné par le phénomène que je produis, évidemment qu'il s'arrête instantanément. Que ça s'arrête, d'accord. Mais dites-moi, sa première réaction, parce que j'imagine que pour un scientifique, ça ne doit pas être évident de constater la production de ce type de phénomène. Sa première réaction, ça a été quoi? Eh bien, j'ai eu la chance d'être en première expérimentation avec Volkovsky, parce que lui, il avait une ouverture sur ces phénomènes. C'était quelqu'un de l'Est, on l'a compris avec son nom, donc il a une ouverture, je dirais, métaphysique liée à la physique qui est assez importante en fait. On le voit bien puisque dans la physique, ensuite, j'ai quand même sévi et dans les théories de physique chez nos amis soviétiques, c'est des théories extrêmement téméraires, disons. Voilà. Donc, oui, ils sont plus audacieux que la science occidentale. Bon, cela dit, ensuite, pour faire de la recherche appliquée, c'est autre chose. Mais enfin, en fondamental, ils sont assez délirants, mais c'est bien. Il faut être délirant, surtout en physique quantique. Alors, notre ami William a été étonné, mais sans plus. Il était excité, comme moi je l'étais d'ailleurs, très excité par ces expériences. Il était vraiment comme Et alors, il avait donc mis des bandes magnétiques, tout ça bien à l'abri, et voilà. Et puis un jour, j'arrive pour
continuer ces expériences que nous faisions, et pof, il me dit, on a volé mes bandes. Et alors, à l'époque, je dis, il est paranoïaque, hein, William, c'est la CIA qui a piqué mes bandes magnétiques. Pardon? Oui, la CIA qui a piqué. Alors, si, écoutez, William, je sais pas, moi, je sais pas, enfin, la CIA qui pique nos bandes de nos expériences, ne vous inquiétez pas, je vais recommencer tout ce que nous avons fait. Ah bon. Voilà. Alors, on le verra par le recul, si nous avons le temps d'en parler plus tard, plus avant, tout au moins dans notre propos, que c'est peut-être que ce qu'il me disait n'était peut-être pas dénué de pertinence. On en parlera parce qu'effectivement, vous avez travaillé avec différents organismes, on va dire, officiels ou officieux, oui, dans des circonstances pour le moins rocambolesques. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Plus tard. Ouais. Mais c'est après que j'ai compris que notre ami William n'était peut-être pas loin d'une certaine vérité. Alors, William a fait venir des scientifiques, des très grandes pointures, puisqu'il a fait venir dans son petit labo, il a fait venir des gens comme John Taylor, mathématicien et très grand mathématicien, d'ailleurs reconnu, du King's College de Londres. Il a fait venir John Husted, qui, lui, est physicien atomiste, qui était un homme aussi, qui a étudié au moment de galère, d'ailleurs, les enfants. John Husted a étudié beaucoup d'enfants, comme d'ailleurs John Taylor. À cette époque-là, qui faisait des phénomènes. Mais dites-moi, est-ce que dans l'entourage de ce scientifique français, il y avait d'autres scientifiques français un peu étonnés, amusés? Quelles étaient leurs réactions? Alors, il a fait venir, il a été très concret finalement, William. Il a fait venir un directeur de recherche de chez Pechiney-Kuhlmann. Pechiney-Kuhlmann, c'est toujours, mais c'est repris par notre groupe, c'est Alcan, etc., c'est repris par d'autres groupes, mais à l'époque c'était une société nationalisée, donc spécialisée dans l'aluminium et ses dérivés, pas seulement l'aluminium, mais tous les alliages qui servent aussi bien au revêtement en aéronautique, au revêtement justement dans les fusées, dans les missiles, etc., enfin des alliages très sophistiqués. Ça a été le début d'une grande aventure là aussi. Et il fait venir entre autres Charles Cruissard, donc professeur Charles Cruissard, médaille de Nobel. Ça dit rien à nos amis auditeurs, mais c'est l'équivalent du prix Nobel en métallurgie quand même. Oui, ça va. C'est bon quand niveau. Même. Oui, ça va bien. C'est quand même le bon niveau. Voilà. Donc ce sont des gens qui sont d'une qualité vraiment étonnante, qui se sont croisés ou qui étaient ensemble. Il a fait venir Richard Dick-Mattock, physicien aussi des quantas, un physicien de très 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 haut niveau, qui lui avait amené un petit pécamètre, qu'on appelle un appareil pour mesurer la PK. Ah bon, ça existe? Ben oui, il avait mis au point un pécamètre. C'est-à-dire que, voilà, une aiguille qu'il fallait faire dévier, tout simplement, avec un système électronique ensuite sensible, et qui me présente. Et il me présente ça lors de sa venue avec d'autres physiciens qui étaient présents. Et alors, c'est pas l'aiguille que j'ai fait bouger, c'est le transistor de puissance que j'ai fait éclater pratiquement. La fumée sortait de l'appareil. C'est embêtant. C'est assez étonnant. Mais là, ça l'a encouragé d'ailleurs à m'inviter ensuite, donc à Göteborg et puis après à Copenhague. Voilà. Mais où nous avons fait des expériences d'allongement de métal. Je ne sais pas si vous imaginez les forces mécaniques normales pour allonger une barre d'alliage. C'est colossal. C'est colossal, mais il y avait des jauges donc qui étaient collées sous la barre en question, des jauges qu'on appelle extensométriques, des jauges de contrainte qui permettent d'analyser effectivement l'allongement éventuel de la barre, ce qui n'était pas prévu au départ. Il y avait un simple pliage qui était prévu au départ. Ça, c'est pour l'anecdote, mais je risque d'en oublier, et puis j'en ai tellement d'anecdotes. Mon cher Louis, on y passerait la semaine. Mais tous ces scientifiques dont vous me parlez, de renom et de haut niveau, hormis votre ami William, quelles ont été leurs réactions à eux vraiment? Charles Cossard, par exemple. Ils ont été fascinés. Alors déjà, pour venir dans le laboratoire de William, qui faisait ces expériences, il faut reconnaître que c'était des scientifiques qui avaient déjà une ouverture. Parce qu'il y en a d'autres qui n'ont même pas daigné répondre à l'invitation que leur faisait William. Donc, c'était des gens qui avaient quand même une ouverture. Et notamment, Charles Cruissard avait vécu une expérience étonnante au moment du passage de Geller.
il avait une pièce de fonderie qui servait à immobiliser les machines à laver quand elles sont livrées, c'était comme une équerre, quoi. Et elle s'était courbée dans sa main quand même. Et compte tenu de la force nécessaire pour le faire, ça ne pouvait pas être une pression musculaire inconsciente. Oui, c'était pas ça l'avait vraiment ébranlé. Ouais. Et il avait reçu Geller, et il avait fait quelques expériences, mais tout à fait informelles, avec Uri Geller. Donc c'était quand même quelqu'un qui avait déjà été préparé. Et d'ailleurs, François de Causet l'avait interviewé dans la revue Science et Avenir, à laquelle à l'époque c'était un des rédacteurs. Et ça avait fait grand bruit dans Landerneau déjà, qu'un grand physicien métallurgiste ose s'exprimer à ce sujet. Alors, donc Charles Cruissard, évidemment, voyant des phénomènes, et puis alors notre ami William a montré ces fameux tubes de verre qui avaient été scellés au chalumeau, donc même pas de bouchon de cire, vous voyez, de cacheter à la cire, c'est encore plus précautionneux, pesé à 10-8 torts, donc avec un vide à l'intérieur qui faisait que on ne pouvait pas ouvrir ces tubes sans évidemment trahir le tube d'origine. Avec des barres de métal à l'intérieur? Oui, des barres à l'intérieur, bien sûr. Et là, nous avons eu des ressorts qui se sont tordus à l'intérieur, parce qu'un ressort, vous savez, vous tirez dessus, mais il revient à sa position. Hein. Oui. Mais là, les ressorts, etc. Il y avait des spatules, des choses comme ça qui ont été. Donc, ça a été les. Il a fait, lui, en quelques mois, le panorama qu'auraient bien voulu faire des scientifiques par la suite, qu'ils ont fait, mais de façon séparée sur des phénomènes. Voilà. Et donc, ces scientifiques qui ont assisté à ces expériences ont été complètement fascinés. Alors, évidemment, John Taylor m'a invité en Angleterre, au King's College. John Astin m'a invité au Birkbeck College. Et voilà, donc, ça a été le départ d'expériences de laboratoire avec des personnes, comme on dit, de belles pointures. Et puis Charles Cruissard, surtout... Voilà. Parlez-moi de ces expériences dans ces laboratoires de Péchinet. Alors, les laboratoires de Péchinet, donc, d'abord, je ne me suis pas rendu au départ à Péchinet, Eugene Kuhlmann, le laboratoire de recherche, un peu top secret, parce que compte tenu de la nature des recherches, à Vorep, évidemment, j'imagine. À Vorep, oui, à côté de Grenoble. Non, je suis rendu au début, qui n'existe plus hélas, boulevard Grenelle, au Centre technique d'aluminium, qui est un centre technique d'aluminium qui s'est spécialisé et qui, pas seulement pour Péchinet, mais fait des expériences de mesures, de tests, etc., sur les alliages, etc. Et au centre technique d'aluminium, on a commencé à faire les premières expériences de pliage. Les pliages, mais comme vous l'avez vu sur une photo des livres que vous avez consultés, on s'aperçoit que ce pliage est pas fait de façon comme ça, un petit peu sympathique, informelle. On voit que ma barre que je tiens à la main est reliée donc à ces jauges dont je parlais tout à l'heure, qui elles-mêmes sont reliées à des oscillographes qui témoignent de la moindre contrainte que subiraient les éprouvettes, puisque en métallurgie, on appelle ces petites barres qu'on teste des éprouvettes. Là, en l'occurrence, elles ne sont pas en verre. Parce que traditionnellement, on appelle les éprouvettes, bien sûr. Oui, bien sûr. En verre, voilà. Tout en sachant que ces barres, on ne peut pas les tordre avec une force musculaire normale, voire même exceptionnelle. Ah, mais il y a des barres, non, il faut plusieurs tonnes d'applications mécaniques. Hein, ça, tout à fait. Clair. Nous avons des documents effectivement assez extraordinaires, et le film que nous présentons actuellement, que je vais mettre à disposition du public intéressé, est un film vraiment d'une heure, sur un petit peu mon parcours, bien sûr, mais surtout, on voit des interviews de scientifiques, on voit des documents dans des expériences sous tube de verre, où l'objet, notamment chez Péchinet, est retiré du tube de verre et qui a été cacheté, tout ça. Bref, le tube de verre, vraiment la sécurité qui ne m'est proposée qu'au dernier moment, sur la table opératoire, en verre, pour que ce soit transparent, que tout soit clair et transparent. Et quand on retire cette part, par exemple, du tube de verre, on s'aperçoit, par la variété des expériences qui ont été faites, mais je peux citer celle-ci parce qu'elle est sympathique, on s'aperçoit par exemple que d'abord, déjà, la barre qui est à l'intérieur ne tourne plus très rond. Donc, on va dire psychocinèse, pas banale, mais enfin intéressante, parce qu'elle s'est passée à travers un tube de verre. Mais surtout, on voit le professeur Cruissard qui, avec un aimant, passe tout le long de la barre en question et attire avec l'aimant, attire la barre, la fait rouler donc cette barre avec l'aimant. Alors il faut savoir que cette barre n'était pas magnétique avant l'introduction dans le tube quand même, c'est quand même intéressant à souligner.
Ah oui, effectivement. Ah ben oui, parce que sinon, c'est pas vraiment un phénomène paranormal, quoi. Voilà, donc j'ai modifié la structure interne de ces matériaux. Oui. Et ensuite, j'ai fait de très belles expériences qui, je pensais, allaient définitivement pouvoir me mettre à la retraite des sujets psy, sans quoi je rêvais. J'imagine. Oui, j'ai fait une expérience notamment devant un parterre de scientifiques, parce que bon, il faut dire que ce parcours a duré plusieurs mois. Nos amis scientifiques de divers laboratoires m'ont observé pendant une seule soirée. Ils m'ont observé pendant un temps très long, notamment Péchiné, et ces expériences étaient faites souvent en présence d'illusionnistes. Pourquoi? Et alors, dites-moi, juste une question avant de parler des illusionnistes. Est-ce que parmi eux, on a pensé à vous mettre éventuellement à vous relier à un électroencéphalogramme, savoir vos pulsations cardiaques, comment est-ce qu'elles évoluaient durant la production du phénomène et après. Est-ce qu'on a songé à prendre des mesures physiologiques? Oui, on a songé, mais pas dans ces laboratoires purs et durs de métallurgie. D'accord. On y a songé. Parce que ce qui est intéressant, c'était de savoir au fond si le sujet que je suis, quand il fait un phénomène, tout d'un coup se trouve pas relié avec je sais pas quelle énergie, quel truc, quel machin, quel patin, quel couffin. En fait, on s'est aperçu que j'avais une physiologie d'une banalité affligeante. Si ce n'est que, lors de l'expression du phénomène, nous observions sous électroencéphalogramme des bouffées d'ondes alpha lentes. Alors ça veut dire quoi? Pour obtenir ces bouffées d'ondes alpha lentes à l'électroencéphalogramme, il faut savoir que normalement, le neurologue qui vous examine et puis qui voudrait observer des ondes alpha, il va vous dire d'abord de fermer les yeux et de vous détendre. Déjà. Il faut que les yeux soient fermés déjà pour qu'on puisse faire apparaître, avoir des chances de faire apparaître ces ondes alpha. Ensuite, les ondes alpha apparaissent dans les méditations profondes. C'est clair. Et aussi, dans le sommeil dit paradoxal, nous avons effectivement des ondes alpha qui sont présentes. Et puis aussi, quand on fait des exercices de biofeedback, c'est autre chose, qu'on fait des exercices précisément qui sont destinés à maîtriser un petit peu justement ces états mentaux, modifiés de conscience. Mais c'est tout le contraire. Quand je suis en expérience, je parle avec les expérimentateurs, je tiens une barre où je suis en train d'être attentif à une expérience que je produis, donc un état de vigilance, j'ai les yeux ouverts, et qui plus est quand le phénomène va se produire, donc quand ces ondes alpha vont apparaître par bouffée, eh bien, j'ai une tachycardie paroxystique qui est contemporaine. C'est-à-dire le cœur qui va très vite, c'est ça? Très vite, oui. D'accord. Et qui est contemporaine de cela. Alors, sur le plan neurophysiologique, on ne peut pas dire que ça soit très évident. Ce serait plutôt même exceptionnel, et on a considéré que c'était une signature de la réalité du phénomène. Parce qu'un sujet qui est là en train de parler, de discuter, etc., de faire une expérience, et puis qui se trouve en onde alpha, et en plus en tachycardie paroxystique. On a des très beaux documents qui nous montrent cela, avec un document où Burt Lancaster, l'acteur américain qui nous a quittés, qui est un peu l'équivalent de Jean Gabin aux États-Unis, si vous voulez, qui était le coordinateur sympathique Candide dans cette émission. Nous avions pour CBS News, nous avions un cardiologue qui était présent, Dr Osterman, qui m'avait fiché donc un électrocardiogramme. Et c'est intéressant parce que là, vraiment, dans ce film, disons grand public, puisque ce film a fait le tour du monde, on s'aperçoit effectivement, j'ai une tachycardie qui est importante, mais j'ai fait mieux, comme dirait l'autre, qui était à 160 pulsations. Alors, minutes. Il faut dire que là, il faut avoir des coronaires impeccables. Parce que ça pulse, hein. Là ça monte très haut. Parce que sinon, c'est l'infarctus du myocarde, évidemment, garantie. Voilà. Mais j'ai monté jusqu'à 180 et j'ai frisé une fois, presque les 200, oui, en Russie. Donc, oui, mais bon, voilà, c'est comme ça, mais ce sont des tachycardies absolument affolantes, dans la mesure où elles sont très, très rapides, et notre cardiologue exprime bien que la carte, au fond, l'onde PQRST, comme on connaît en cardio, eh bien, elle est véritablement assez exceptionnelle. Voilà, il y a un retour à un rythme normal qui est absolument étonnant pour un cardiologue. Très rapide également. Oui, qui est absolument étonnant pour un cardiologue. Après, des pulsations, j'avais à l'époque des pulsations de à peu près 50, quoi, 45-50, parce que je suis un gaillard assez
assez sportif, assez bien constitué. Voilà. Jean-Pierre Girard, une pause et on va parler de la présence de prestidigitateurs lors de ces expériences que vous alliez évoquer juste à l'instant. Nous sommes toujours sur Sud Radio, dans Les Aventuriers de l'étrange. À tout de suite. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Jean-Pierre Girard est mon invité exceptionnel pour ce week-end des Aventuriers de l'étrange. Nous étions à vos côtés dans ces laboratoires dans lesquels vous avez mené des expériences. Il y a 2 ou 3 points sur lesquels j'aimerais revenir quand même, notamment quand vous changez la structure, vous avez changé la structure d'une barre de métal. On parlera de durcissement de métal, on parlera de points de fusion également. Ça, j'ai trouvé ça assez exceptionnel parce que je le dis entre parenthèses, vous avez cité le film qui va sortir, ce documentaire qui va sortir sur vous dans quelques temps. Vous m'avez fait la gentillesse de m'envoyer les rushs, comme l'on dit dans le jargon du documentaire, et j'ai pu avoir en avant-première un petit peu ce document qui est absolument exceptionnel, je le confirme. Alors Jean-Pierre Girard, parlons du pourquoi de prestidigitateurs lors de ces expériences, de leur présence. Alors, vous parliez du film, je vais quand même, je vais pas faire un peu de publicité, mais quand même, après tout, pourquoi pas. Ce film, je le tiens à la disposition de nos amis auditeurs, puisque ça y est, j'ai des exemplaires maintenant, par devers moi. Et vraiment, c'est la première fois de ma vie que je ne suis pas déçu par une réalisation, parce que véritablement, la mise en exergue a été très pointue. Le monteur a fait un travail fabuleux, parce qu'on semble souvent ignorer dans un film le rôle essentiel du monteur. C'est lui qui va être le chef d'orchestre, en fait. Le chef d'orchestre, bien sûr, avec celui qui a filmé, notre ami Jean-Yves Billien, qui fait des films remarquables sur des sujets souvent contestés ou pointus, et vraiment, c'est merveilleux ce qu'il a fait, je l'en ai vraiment remercié. Alors, sur mon site girard.fr, que je vais mettre à jour parce que j'ai été absent un peu en voyage, que je vais mettre à jour, on pourra se procurer, évidemment dédicacé par mes bons soins, ce film. Voilà. Donc ça, je tiens à le dire. On en parlera sur le site sudradio.fr également, on donnera les références. Bien sûr. Oui, tout à fait. Parce que pour moi, au-delà du personnage qui est mis en exergue, forcément, puisque c'est un film qui est sur ma personne, mais je crois que c'est un point d'exclamation sur la réalité de la psychocinèse qui, à mon avis, est extraordinaire. Je suis d'accord avec vous. Donc, revenons sur, on parlera de ce documentaire également un petit peu plus tard, revenons sur la présence de prestidigitateurs lors de cette expérience, de ces expériences. Alors, il faut savoir que très tôt, de ma bouche même, nos amis scientifiques ont appris, je leur ai dit, donc voilà, c'est bien le contraire de se cacher de quelque chose, comme une espèce d'abcès. J'ai dit non, mais j'ai étudié l'illusionnisme en amateur, mais je dois vous dire que j'ai étudié l'illusionnisme en amateur. Voilà. Alors, comme je le dis dans le film, c'est extrêmement positif cette affaire, parce que les scientifiques ont redoublé de prudence. Et ont redoublé vraiment de contrôle. Et alors, j'ai l'impression que nous avons des petits problèmes de limite. Ce n'est pas vous qui provoquez ce genre. D'ailleurs, entre parenthèses, une petite question, parce que ça tombe bien. Il y a des petits grésillements, des petits crachotements, etc. Ça ne vous est pas arrivé de manière inconsciente de provoquer le phénomène et de rompre une communication, de provoquer de manière sauvage, sans que vous le contrôliez, quelque chose, non ? Si, bien sûr, et surtout, parlons-en aux scientifiques qui avaient des caméras, évidemment. Voilà, alors ça, et même à la télévision, puisque même avec une émission sur la 2 avec Philippe Bouvard, on a des caméras qui s'arrêtaient, qui refonctionnaient alternativement. Enfin, c'est complètement vous êtes pénible comme invité, parce que c'est pas le matériel avec vous. C'est vrai, il ne faut pas trop me mettre dans les studios. Alors, faites attention au studio, parce que je vais peut-être faire du... Mon réalisateur s'inquiète. Quand même, Mon réalisateur s'inquiète. Tout va bien. Voilà. Alors donc, les prestidigitateurs. Alors donc très tôt, j'ai dit à nos amis donc scientifiques, écoutez, j'ai étudié l'illusionnisme, et ensuite ils l'ont appris d'ailleurs par des sources évidemment qui se sont bien chargées de faire aussi de la publicité dans ce sens. Des amis qui vous veulent du bien. Oui, des amis qui me veulent du bien, et je les en remercie, ça me permet d'être tout à fait toujours en vigilance. Et
donc même dans certains cas, dans des expériences, c'est moi qui ai dit aux scientifiques, dans certains laboratoires qui pour la première fois m'observaient, je dis non, attendez, la barre doit être roulée sur la table avant d'être prise en main pour vérifier sa rectitude. Voilà, etc. Des détails comme ça qui paraissent tout à fait simples, mais auxquels on peut ne pas penser quand on n'est pas familiarisé avec ce type d'expérience. Donc, eh bien, qu'ont fait Charles Cuissard et d'autres scientifiques, ils ont demandé à des illusionnistes de venir. Voilà. Et j'ai été testé par comme pas mal d'illusionnistes qui ont été présents, et aucun illusionniste m'ayant observé, je dis bien, m'ayant observé, je ne parle pas des autres qui ne m'ont pas observé, qui disent que c'est de la fraude, bien sûr. Je parle de ceux qui m'ont observé, c'est beaucoup plus intéressant et surtout beaucoup plus réaliste. Aucun n'a dit Jean-Pierre fraude. Voilà. Mais ils ont eu la sagesse de dire, peut-être qu'il utilise des techniques illusionnistes que nous ne connaissons pas encore. Parce que le rôle d'illusionniste, c'est pas de se substituer même à l'avancement de la science et tout. Et dans le domaine de la magie, après tout, pourquoi pas, il y aurait un super magicien qui s'appelle Jean-Pierre Girard, mais doué de facultés de magie extraordinaires. Voilà. Alors, j'aime bien la conclusion qu'a fait monsieur Ranqui, qui est expert illusionniste, qui a un comité d'ailleurs d'expertise des phénomènes paranormaux, et qui est rompu à ce genre d'exercice, qui a publié un ouvrage remarquable, qui lui-même reproduit des phénomènes. Il a reproduit des phénomènes à la télévision d'ailleurs pour montrer qu'on pouvait, avec des conditions convenant aux illusionnistes et non pas là, aux scientifiques, faire des phénomènes étonnants. Donc, les illusionnistes qui ont contrôlé, mis en place ces protocoles avec une rigueur et, de surcroît, pour nos amis scientifiques, ils ont dit, nous, on a une crédibilité quand on présentera, qu'on publiera nos travaux. Mais ont-ils ajouté, les expériences qu'on soumettait à Girard, illusionnistes ou pas, elles ne sont pas reproductibles par la physique actuelle. C'est-à-dire avec les moyens les plus sophistiqués, on ne peut pas reproduire certains phénomènes que Girard a introduits dans la matière. Alors ça, c'est intéressant. Et l'illusionniste expert Ranqui, d'ailleurs, dans la revue La Recherche, conclut en disant, à un moment donné, nous sommes présents, bien sûr, mais nous sommes conscients que nous représentons une caution pour l'expérience. Mais cette caution est totalement illusoire, sans euphémisme, c'est le moment de le dire, lorsqu'il s'agit d'expériences au cœur de la matière. Et nous, illusionnistes, nous n'avons aucun moyen de savoir s'il y a fraude ou pas dans des expériences aussi intimistes, aussi intimes au cœur de la matière, et surtout quand ça se déroule dans des tubes de verre scellés. Alors, justement, parlons de parce que ça, je trouve ça quand même extrêmement fascinant, de rentrer dans la structure même de la matière. Expliquez-nous ça, parce que ça, même les scientifiques présents ont avoué que eux n'avaient pas la connaissance, le savoir pour réaliser ça. Oui, il y a une émission avec Jean-Marie Cavada, d'ailleurs, un des bien connus. Un des scientifiques dit, après avoir vu une expérience intéressante sur un pliage de barreaux impressionnant, ceux qui ont vu la séquence ou qui verront le film, ce sont des barreaux plus d'un diamètre plus important que les barreaux d'une prison. Alors on dit souvent, si tu étais emprisonné, tu pourrais sortir quand tu veux. Eh bien, le scientifique dit, oui, nous avons vu ça, c'est extraordinaire, à plusieurs reprises, la main est à 20 cm au-dessus de la distance de la barre, et on a vu la barre se plier comme presque comme du chewing-gum, quoi. Mais il dit, oui, mais nous, scientifiques, oui, d'accord, mais bon, nous avons été vraiment convaincus. Quand Jean-Pierre Girard a modifié, a changé la structure interne de matériaux, et depuis ces matériaux étaient enfermés dans des tubes de verre. Là, nous avons été vraiment convaincus. À telle enseigne, nous, métallurgistes, physiciens quand même spécialistes des matériaux de ce type, nous ne savons même pas comment reproduire. Et à l'époque, il dit, on pense qu'un bombardement neutron pendant 24 heures, et depuis, bien sûr, ils sont revenus sur cette conclusion. Alors, déjà, un bombardement neutron pendant 24 heures, vous imaginez, je cache pas un bombardier au neutron sous mes aisselles de chaque bras, ou je ne sais pas quoi, comme on a pu dire, ou un laser, comme certains magiciens ont pu dire. Il faudrait un laser de puissance considérable, et donc c'est absolument impossible. Ça ne tient pas la route une seconde. Et alors, cette expérience au cœur de la matière ont vraiment convaincu
tous ceux qui m'ont observé, tous ceux qui ont eu quand même l'objectivité de se faire parvenir les dossiers d'expertise. Ouais. Voilà, un jour, en laboratoire, j'arrive, et puis un des dirigeants de l'expérience me dit Jean-Pierre, qu'est-ce que vous pensez de pouvoir durcir du métal? Moi, je suis un peu interloqué. J'avais fait très belles expériences, déjà, dans des tubes de verre, j'avais commencé à faire des expériences, mais là, à durcir du métal. Je dis, moi, écoutez, si je devais durcir du métal, qu'est-ce que je fais? J'essaierais de compacter, resserrer en fait les atomes, quoi. Ouais. Il fallait que vous le traduisiez de manière imagée dans votre esprit pour pouvoir le réaliser. Voilà. Alors on s'est aperçu après, puisque j'ai travaillé aussi sur le vivant, sur le biologique in vitro. On en parlera. Ça c'est très intéressant. C'est le plus intéressant en psy, je pense. Et même sur un homme, mais ça on en parlera aussi. Ça aussi. C'était bizarre comme expérience, vraiment. Bizarre. Enfin bon, revenons sur ce durcissement de métal pour le moment. Oui, parce que ça, c'est une expérience fondamentale qui est mon bâton de maréchal, si je puis dire. Mais c'est la fusion, surtout de métal, qui est mon bâton de maréchal. Alors, je dis, moi, je compacterai. Alors, oui, sourire amusé, évidemment, sourire amusé, ce qui n'était pas faux dans l'absolu. Parce que si vous densifiez quelque chose, regardez le plomb, la densité du plomb, pourquoi le plomb est aussi lourd il n'est pas forcément ductile plus que dur, mais enfin, je disais, je vais rassembler tout ça, puis on verra bien. Mais donc j'ai une imagerie, et on s'apercevra plus tard que même chez des sujets, si l'imagerie est fausse, c'est pas très important, c'est la conviction qu'on a de l'imagerie dans la réalisation du phénomène. D'accord. C'est ce que je dis bien au stage, je dis, vous inquiétez pas, ce qui est important, c'est que vous ayez une imagerie spontanée qui vous vienne, pour réaliser le phénomène. Alors, donc, expérience tube de verre, voilà. Alors, il faut savoir que les barres qui étaient à l'intérieur étaient bien sûr référencées, uniques, c'est-à-dire souvent c'était des coulées, ce qu'on appelle de métallurgie unique. Il y avait un seul exemplaire, donc pas histoire de change, comme ont pu dire certains illusionnistes mal intentionnés. Et il y avait des défauts microscopiques qui étaient inclus dans la matière. C'est-à-dire qu'au moment de l'examen après dans un autre laboratoire séparé du laboratoire dans lequel j'expérimentais, on pouvait retrouver le défaut microscopique qui avait été mis pour être sûr que c'était la même barre. Voilà, une sorte de carte d'identité, de carte d'identité absolue. Tout à fait, Il faut le savoir, parce que nos amis auditeurs pensent d'abord souvent que les scientifiques sont gentils, mais s'ils sont ouverts à cela, c'est qu'ils sont un peu naïfs. Que nenni. N'oublions pas que j'allais dans des laboratoires, non pas de parapsychologie, mais des laboratoires orthodoxes de la science officielle, pure et dure. Oui, tout à fait. Donc on ne m'attendait pas forcément avec le tapis rouge et la fanfare municipale. Certainement pas. Pas vraiment, non. Je reprécise quand même, parce que je ne l'ai pas évoqué, mais que je subissais des fouilles assez humiliantes, auxquelles évidemment après je me suis habitué, avant d'arriver dans la salle d'expérimentation. Après, des 1 ou 2 illusionnistes qui contrôlaient, présents. Au centre d'études nucléaires de Grenoble, par exemple, nous avions 3 illusionnistes, dont le président de l'ordre des illusionnistes qui était présent. J'ai été isolé 24 heures dans une pièce avant l'expérience, et j'ai changé de vêtements, on m'a fait changer de vêtements pour faire l'expérience. Donc, si vous voulez, il ne faut pas prendre les gens pour des naïfs. Et là, j'ai fait des expériences, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui sont quand même forts de café, si on peut dire. C'est relatif dans le domaine des phénomènes que je produis, mais enfin, fort de café. Mais revenons à notre expérience de transformation métallurgique et de durcissement de métal. Alors, tout d'un coup, j'ai dit, attention, le phénomène est produit. Et j'indique l'endroit précis où j'ai durci le métal à travers la paroi de verre. Examen, et là, effectivement, nous avons un durcissement tout à fait spectaculaire du métal à l'endroit que j'ai désigné. Alors, demander à un magicien de refaire une expérience comme celle-là, même si on le laisse tranquille, qu'on ne l'observe pas, qu'on ne met pas de caméra, qu'on laisse un tube de verre scellé, dans les mêmes conditions que moi. Alors, parce que souvent on a parlé cela, je fais un petit écart quand même, parce que ça me fait plaisir d'abord, il faut bien se faire plaisir aussi un petit peu. Mais d'ailleurs, c'est un plaisir, je dois dire, que de converser avec vous, Louis, bien évidemment. Est-ce que je veux dire, je ne résiste pas. Voilà, je vais dire, je ne résiste pas à la tentation, quand même, de souligner que depuis 1975, je dis, parce que j'ai commencé à être attaqué très rapidement par nos amis illusionnistes, j'ai dit, écoutez, illusionnistes, je ne veux pas entendre parler de défis, de choses comme cela. Venez en laboratoire, pas pour m'observer. Non, d'autres l'ont fait.
Et c'est pas cela que je demande à venir en laboratoire. Je demande, vous critiques, détracteurs, et j'ajoute forcément détracteurs agricoles, parce que je suis toujours au bon mot, On ne pouvait pas s'en passer de celle-là. On peut pas s'en passer, je suis peut-être bon en parapsie, mais pas forcément en calembour. Alors, je dis, écoutez, venez, mes chers détracteurs, venez, on va vous ménager une table, exactement dans les mêmes conditions que moi. On fera une fouille parce que moi je subis une fouille, je vous signale. On vous apportera un matériau au dernier moment, comme on fait pour moi, et on vous demandera de faire une expérience. Au dernier moment, on vous donnera la nature de l'expérience que vous devez faire. Venez, mes amis. Et si vous venez et que vous réalisez, par fraude, je m'entends, par Bien fraude. Sûr. Oui. Oui, parce que après tout, vous pouvez vous révéler sujet psy. Après tout. Oui. Et les scientifiques, en accord avec les scientifiques, ce défi a été lancé. Depuis 1975, fin 75, il a été jamais il a été relevé. Alors, je dis, voilà, si vous faites un phénomène frauduleux, vous devrez l'expliquer aux scientifiques. Pas me l'expliquer à moi, je m'en fiche. Moi, je suis l'obligé des scientifiques. Mais vous devez l'expliquer aux scientifiques. Qui soit referont leur protocole, soit diront, oh là là, ben là on s'est fait bigrement avoir, bravo, Jean-Pierre est un illusionniste extraordinaire. Mais il faudra expliquer comment vous avez fait. Oui, mais bon, on va pas trop perdre Alors, de temps. J'ai quand même dit cela parce que ça sert à rien. Je veux dire, modifier une structure d'un métal, d'une barre de métal enfermée dans une éprouvette scellée dans des conditions que vous nous avez décrites, si après d'autres demandent encore plus de preuves, il faut les laisser courir tout seuls. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est votre autre bâton de maréchal. Là, vous avez parlé de durcissement de métal. C'était déjà bien. Ce qui était quand même assez exceptionnel, puisque les ingénieurs présents à ce moment-là disent, écoutez, nous, qui sommes des spécialistes de la métallurgie, sommes incapables, nous n'avons pas la technologie, ni le savoir, ni la science pour réaliser ce que vous avez fait. Et même en 2008, c'est toujours valable, on ne sait pas produire. Tout à fait. Alors maintenant, deuxième expérience extrêmement intéressante, c'est ce point de fusion que vous avez réalisé. Expliquez-nous ça, parce que là, toutes les précautions également ont été prises. Alors, ce qui est à noter, c'est que ce durcissement de métal, je reviens très rapidement dessus, bien sûr. Ça a été refait ensuite en double blind, qu'on appelle en double aveugle, avec un laboratoire anglais. C'est-à-dire que le laboratoire anglais, chez John Asted, au Birkbeck College, donc j'ai fait également des durcissements de métal, plusieurs durcissements de matériaux, qui ont été analysés en France par un laboratoire indépendant, et réciproquement, pendant que je faisais l'expérience en France, elles ont été envoyées à un laboratoire anglais, donc en complicité avec John Asted, dans un laboratoire indépendant qui ne savait pas ce qu'il analysait. Et le laboratoire dit, tiens, il y a un durcissement là. Voilà. Mais c'est tout, ils ont analysé un durcissement. Oui, ils n'en connaissaient pas l'origine. Ils ne connaissaient pas l'origine. Donc, oui, pour eux, c'est un durcissement, des Rockwell, ou des duretés Brinell, qu'on appelle en métallurgie, qui étaient là. Alors, un jour, je vais à Lyon, et dans des expériences relativement informelles, un des scientifiques présents me dit, écoutez, c'est bien sympathique ça, vous avez durci du métal, nous avons écouté notre ami Jean Bouvet, qui est un peu l'initiateur de ces expériences. Dites-moi, ce qui serait sympathique, c'est si vous pouviez amollir du métal. Enfin, dans le langage métallurgique, on dit adoucir. Adoucir, c'est rendre moins dur. Voilà. Alors, les méthodes pour rendre moins dur un métal, en général, c'est effectivement de l'adoucir par une température élevée. Alors, j'essaye, et dans cette expérience, sous tube encore, je fais un adoucissement qui correspond à plus de 800 degrés Celsius. Alors, là, ça a vraiment interpellé nos amis, et puis, donc, le docteur Jean Bouvet dit que ce serait intéressant quand même qu'on fasse là, dans notre laboratoire, éventuellement, ou au centre technique de l'aluminium précédemment cité, à Paris. Entre-temps, Françoise Closet écrit dans son livre « La France et ses mensonges », écrit quelque chose de vraiment sympathique sur moi et sur les chercheurs qui commençaient à s'intéresser à mes expériences, en disant « mais c'est de l'hypocrisie, moi j'ai des scientifiques dans le privé qui me disent « mais nous sommes convaincus que ce que fait Girard est profondément authentique, c'est impossible de faire ce qu'on fait par quelques méthodes illusionnistes que ce soit, ou par la métallurgie, etc. etc. »
Et même François, d'ailleurs, ce propos, il dit, mais continuons les recherches. Et si Jean-Pierre est tenté de truquer, ce que je pense que tout sujet psy, il le met vraiment, et je le cite dans mon encyclopédie du paranormal, je cite vraiment, je prends une extenso son texte à François, qui dit, mais on comprend que le sujet à un moment donné soit tenté par la fraude. Ce qu'il faut, c'est que les scientifiques fassent un protocole, où même s'il est tenté, le sujet, il peut rien faire. Ouais. Voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Donc, François réunit un parterre de scientifiques absolument prestigieux. Nous avons là le président de l'Académie des sciences, Jean-Jacques Trillat. Nous avons Louis le Prince Ringuet. Nous avons Maître Kijman, qui s'intéressait à cela pour diverses raisons, ancien garde des Sceaux. Nous avions François, bien sûr. Nous avions l'expert illusionniste qui avait mis le protocole en œuvre. Ouais. Et pour cette expérience, on avait dit, écoutez, vous nous avez dit que Girard avait fait fondre, entre guillemets, une pseudo-fusion, donc dans du métal. Eh bien, pourquoi nous ne ferions pas cette expérience devant ce parterre? Et là, l'illusionniste dit, attendez, pousse. Moi, j'aimerais bien qu'on mette sur la barre des fils de plomb fusibles, parce que ça fond quand même une température tout à fait légère. Oui, très. Oui. Alors, s'il y a une chaleur occulte, disons, mais tout à fait normale et physique, au moins, moi, illusionniste, je suis sécurisé s'il y a des fils de plomb. Oui. Alors, tout le monde applaudit pratiquement à cette initiative, bien sûr. Donc, dans une éprouvette, cachetée à la cire, etc., nous avons notre plaque de métal. Notre plaque de métal entourée de fils. Une plaque d'alliage, d'ailleurs, une plaque d'alliage. D'alliage, type 2GN, je crois, et 4G. Enfin, ce sont des alliages astronautiques. Et là, au bout d'un moment, tout le monde, évidemment, attentionné et tout, eh bien, je fais un point de fusion de 660 degrés Celsius. Soit un peu plus, mais enfin, n'allons pas ergoter. Et donc le rapport qui a été fait, l'étude qui a été faite, a été communiquée bien sûr aux divers intervenants qui étaient présents, et ça a véritablement bouleversé un petit peu les personnes qui étaient présentes, dont Louis le Prince Ringuet qui était farouchement opposé à tous ces phénomènes, le président de l'Académie des sciences qui avait suivi plusieurs de nos expériences et lui-même avait courbé une plaque de fonte, alors que la fonte, on le sait, se rompt. Oui. Ne se courbe pas. Évidemment, dans son petit commentaire qu'il a fait sur la qualité des travaux qui avaient été menés me concernant, évidemment, nous a été droit au cœur, si je puis dire, et surtout cette publication qu'il a faite à l'Académie des sciences. Pays de Descartes, quand même, ça a été mon bâton de maréchal, mon cher Louis. Mais dites-moi, Jean-Pierre Girard, concernant cette barre d'alliage, vous vous êtes comment ça s'est passé dans votre tête, je veux dire? Vous vous êtes concentré sur un point précis, parce que là, vous avez vous avez créé une réaction comme si on avait soumis cette barre d'alliage à un point chaud de 650 degrés Celsius. On est d'accord? Le comportement à l'intérieur alors, ce qui est intéressant à noter aussi, qui a bouleversé nos amis, c'est que nous n'avions pas de changement qu'on appelle les états de surface. Quand vous avez un chauffage, disons, traditionnel, à la flamme ou à l'induction, vous avez une oxydation, un bleuissement sur les surfaces. Là, vous n'avez rien. Vous n'aviez rien du tout. Donc, c'est véritablement l'intérieur du métal qui s'est amolli. Sans le chauffer. Sans le chauffer, il n'y avait pas du tout de chaleur. Quand ils ont pris l'éprouvette en main, ils se seraient brûlés, évidemment, à 660 degrés. Je vous passe un petit peu la brûlure. Oui. Donc, c'est ce qu'on appelle un effet pseudo-thermique. Alors, moi, ce que j'ai visualisé, en fait, c'est une violente agitation moléculaire. Voilà. J'ai visualisé comme dans votre tête, oui. Voilà, comme si au fond tout ça se mettait dans une vitesse surmultipliée. Et alors, je suis pas convaincu que la réalité en physique, on en a parlé après avec des physiciens, ça aurait pu permettre cela. Mais comme je disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est que l'imagerie que j'ai créée, c'est important la visualisation dans le phénomène. Et j'insiste bien dans ces stages sur la visualisation. L'imaginaire est créatif et créateur de choses insoupçonnées. Mais dites-moi, là vous aviez quand même un protocole extrêmement rigoureux, d'abord,
Ah oui. Je veux dire, on peut pas faire plus sévère comme protocole, comme précaution. Bien. L'expérience, vous l'avez menée à bien, c'est-à-dire elle s'est réalisée, l'objectif a été atteint et contrôlé. Nous sommes d'accord? Oui. Devant un parterre de témoins scientifiques extrêmement élevés, est-ce que vous considérez par là même que vous avez produit la preuve que tout le monde attend de la réelle existence de ce phénomène? Oui, j'en ai la preuve, et puis même dans les expériences précédentes que je vous ai citées, pour moi, la preuve, pour moi, au fond, on s'en fiche de Jean-Pierre Girard dans cette histoire, c'est le sujet qui produit des phénomènes. Mais je me bats surtout pour mettre vraiment en exergue la réalité du phénomène en tant que tel. Donc, au-delà d'être intuitif personné, sinon je vivrais peut-être différemment de la façon dont je vis actuellement. Non, c'était pour moi, et ce qui est important toujours dans mon parcours, on en parlera, actuel, c'est véritablement de partager, vulgariser ce phénomène et en apporter vraiment une assurance de telle sorte qu'au fond, je parle même de banalisation, en fait. Oui, alors, on n'obtiendra peut-être jamais une banalisation, comme les aurores boréales ne sont pas forcément banales, mais on sait qu'elles existent. On en a la preuve. Sur Paris, elles sont quand même rares, les aurores boréales. Pour le moins, oui. Même sur Sauf Toulouse, le 14 juillet, peut-être. On peut les voir le 14 juillet, sans doute. Mais est-ce que les scientifiques présents ont admis qu'ils avaient là une preuve irréfutable? Eh bien... Parce que c'est ça le plus important, finalement. C'est pour ça que vous bossiez. Oui, tout à fait. Alors, la plupart, oui. Mais certains... Malgré tout, c'est ça qui est curieux dans l'étude de ces phénomènes. C'est que les scientifiques qui sont d'une rigueur absolue dans leur spécialité, dans leur domaine, voilà, et bien dans ce domaine-là, très rapide, on est convaincu, évidemment, au moment de l'expérience, on est convaincu. Et déjà le lendemain au réveil, alors parfois on dort mal la nuit, il y en a certains qui l'ont confié, et puis le lendemain au réveil, on commence déjà à émettre des doutes, à dire ci, à dire là, mais peut-être que l'illusionniste, peut-être que si, peut-être que Charles Cristal, alors que tout a été pris, le laboratoire qui a étudié la barre ensuite, qui a été fusionné, eh bien, est un laboratoire qui est totalement indépendant là aussi, qui n'est pas au courant de ce qu'il doit analyser. Il sait qu'il doit analyser une barre, mais il dit tiens, c'est curieux, la barre il y a un adoucissement qui correspond à 660 degrés, mais on comprend pas, les états de surface sont normaux. C'est tout. Ils ont fait leur rôle d'expert, c'est tout, terminé. Mais voilà, le doute s'instille souvent beaucoup plus rapidement que les certitudes. Il faut le savoir parce que ce n'est pas encore dans nos archétypes, dans les archétypes de la recherche, ce n'est pas encore. C'est un changement de paradigme auquel nous assistons. Enfin, oui, mais j'entends bien. Mais enfin là, quand même, si on reprend, il y a eu des écrits, il y a un rapport, il y a eu production de preuves. Enfin, je veux dire, là, tous les éléments tangibles, concrets, palpables sont là. On peut les reprendre quand on veut, pour se remettre dans cette expérience et retrouver les résultats. Ou sinon, on pourrait jamais avancer. L'aspirine n'aurait jamais été avancée, les vaccins non plus. Enfin, toute la science serait complètement bloquée. Oui, mais il y a d'autres domaines aussi qui sont tellement dérangeants ou différents des concepts qu'on a habituellement acquis par le cursus scientifique, etc., que moi, je devrais être le dernier peut-être à comprendre nos amis scientifiques qui rejettent le phénomène même après l'avoir observé. Certains l'ont fait, mais je parle pas en laboratoire. Ceux qui ont travaillé en laboratoire pendant des mois, en semaines, à observer, ces gens-là, leur conviction, elle est établie. Non seulement établie, mais ils ont publié, ils ont pris des risques par rapport, pour certains, leur hiérarchie. Enfin bon. Mais je dirais simplement que voilà, c'est pas inscrit quand même là encore mettez-vous la place d'un physicien. Oui. Comment peut-on imaginer qu'un cerveau, qu'une pensée cohérée puisse agir à distance au cœur de la matière? C'est impensable. Donc il y en a, c'est même pas avec la meilleure volonté du monde, ils ne peuvent pas admettre ce concept. C'est inadmissible, quoi. Ils disent non, il y a un truc, quoi. C'est pas possible. Alors tantôt ils m'attaquent moi, tantôt ils attaquent la probité des scientifiques, quoi. Je me souviens d'un des scientifiques quand même qui a fait je pense le plus d'expérience me concernant, qui me dit écoutez Jean-Pierre, nous aurons gagné le jour où c'est plus vous qui serez attaqué. En disant que vous êtes un magicien, vous êtes là.
mais comment on commencera à nous attaquer nous, parce que je dirais que là nous avons fait un bon travail, parce qu'on nous attaque nous, et que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas d'argument véritablement à vous soumettre vous, contre vous. Et là j'ai compris ça, et c'est ce qui est arrivé, dans certains cas, c'est les scientifiques eux-mêmes qui ont été critiqués. Alors, malgré tout ce travail que nous avons fait, je parle là de la matière, je parle pas du vivant, hein, oui, je parle de la matière. Écoutez, ça fait son chemin. Et je dirais que pendant un moment, je m'illusionnais un peu. Mais je trouve que, au fond, la trace que je laisserai quand je serai plus parmi vous, chers amis, j'espère que ce sera le plus tard possible, cela dit. Hein. C'est tout le mal que je vous souhaite également. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Eh bien, c'est que dans les sujets qu'on a étudiés dans l'histoire de la parapsychologie, je suis celui qui a été le plus étudié scientifiquement et de la façon la plus rigoureuse. La somme de nos travaux que nous avons pourrait faire l'objet d'un livre à part entière. Et d'ailleurs, dans l'encyclopédie du paranormal, j'ai fait court quand même, mais il y a quand même 100 pages consacrées à la psychocinèse. Oui. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout cela, c'est pas innocent. Et moi, je vois bien, nous avons fait une émission récemment pour ProSieben en Allemagne, à Berlin. Eh bien, cette émission de télévision, c'est quand même une chaîne qui a contacté Jean-Pierre Girard pour la psychocinèse. Voilà, et c'est l'équivalent de TF1, si vous voulez, pour la Suisse, l'Autriche et l'Allemagne, quoi. Alors, nos amis américains, quand ils viennent, ils ont fait un film pas pour Sky News, pour NBC. Ils sont venus ici à l'hôtel Lutetia, en France, me filmer, quoi. Alors, vous me direz, d'accord, les médias. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que même à une époque, là, en 2008, eh bien, voilà, Jean-Pierre est toujours présent, et non seulement toujours présent, mais tout ce travail qu'il a fait, il y a une rémanence qui est là. Mes travaux sont déposés en Chine populaire, à Pékin, à l'Académie des sciences. Bon, ben voilà, mais c'est vrai, et ça a été fait via Péchinet, qui avait parlé à un moment donné, dans les contrats de travaux qu'ils ont, et ces scientifiques ont parlé, et les Chinois étaient très intéressés. Mes travaux sont un petit peu déposés dans le monde entier, quoi. Alors, en France, une des prophètes en son pays, mais reconnaissons que c'est la France, quand même, qui a fait la somme de travaux la plus importante. Et pour terminer sur cette action de macropsychocinèse sur des matériaux, sur la matière, je terminerai par une expérience aussi qui est quand même sympathique, au Centre d'études nucléaires de Grenoble. Je suis convié par le professeur Dreyfus, chef de service du département concernant l'électromagnétisme. Donc vraiment, là, le spécialiste des champs magnétiques, etc. Et le centre d'études nucléaires de Grenoble, vous imaginez, c'est un centre vraiment fermé. Hein. L'expérience. Et c'est là que j'ai été fouillé, 3 illusionnistes présents, etc. Et l'initiateur qui m'avait invité, mon hôte, me dit, écoutez Jean-Pierre, franchement, m'accompagnons au laboratoire, où allaient se dérouler les expériences. Il me dit, franchement Jean-Pierre, pour moi, vous n'êtes qu'un illusionniste de toute façon, mais vous êtes sympathique, mais vous n'êtes qu'un illusionniste. Moi, je vais vous dire, dans mon laboratoire, j'ai préparé des expériences, mais il y en a une. Si vous la faites, alors là, je serais quand même étonné. C'est sur un pendule de torsion. Alors, évidemment, nos amis auditeurs, très peu savent ce que c'est qu'un pendule de torsion. C'est pas la pendule au salon qui dit oui, qui dit non. Non. C'est une machine qui fait la grandeur qui fait 2,50 m, quoi, qui va jusqu'à un plafond de pièce, qui est énorme, et qui a des mouvements de balancier, et ces mouvements de balancier servent à tester la résistance de matériaux qui sont attachés, fixés, et voilà, et on connaît la résistance des matériaux par ces mouvements d'oscillation. Voilà, et il y a un ordinateur qui est vraiment très sophistiqué, qui vraiment analyse tout cela. Mais c'est une grande machine à telle enseigne qu'il a fallu me mettre comme un tabouret de bar, en quelque sorte, pour aller sur le haut de la machine, pour justement voir ces mouvements d'oscillation que j'allais tenter de modifier. Alors, curieusement, notre ami le professeur Dreyfus, mais je le cite dans la presse, je l'ai cité dans mes écrits et dans les travaux, donc je peux citer son nom sans défaillir, j'ai jamais été démenti à ce sujet-là.
Le jour de l'expérience sur ce pendule de torsion, comme par hasard, il devait aller s'absenter pour une histoire de famille chez sa belle-mère, je ne sais quoi. Bref, il n'était pas présent. C'est ça qui est grave. Parce qu'il avait peut-être peur, au fond, que ça marche. Alors, le physicien Moser, responsable de l'expérience proprement dite du pendule, alors entouré de 3 illusionnistes, je monte sur mon espèce d'escabeau juché, et évidemment fouille et tout, je vous passe les détails évidemment, avec des sondes électromagnétiques, ce qu'on appelle des sondes à effet Hall, qui sont sensibles, qui vous détectent la moindre limaille de fer, même pas d'aimant que vous auriez sous les ongles. D'accord. Hein? Donc des sondes extrêmement sensibles. Donc parfait contrôle qui ont été faits de cette nature. Et je suis juché sur cette machine et je trouve ça sympathique, ces mouvements de balancier. Alors, une expérience où l'on s'amuse, et c'est pour ça que dans les stages que je donne, je répète, mais souvent l'amusement, le rire, la détente, là aussi libère les états de conscience nécessaires. Et alors là, je suis assez détendu parce que je suis excité par cette nouvelle expérience qu'on me propose et je ralentis alors déjà tout le monde, le physicien qui connaît bien cette grande machine est déjà très étonné déjà de voir les ralentissements mais ralentit et la machine s'arrête. Ouh. Alors le physicien va dire vous pouvez remettre le balancier. Je remets le balancier et là j'accélère le balancier. Et puis à un moment donné j'entends un chuchotement et c'est un illusionniste qui dit au physicien vous pouvez pas arrêter la machine, arrêter l'énergie qui fait marcher la machine, qui fait marcher le pendule de torsion. Et il débranche la machine. Tac, et le père Jean-Pierre tranquillement continue à faire marcher le pendule de torsion. Alors c'est une expérience assez fabuleuse qui me plaît beaucoup. Alors évidemment quand il est rentré comme par hasard après que je ne vous cite pas d'autres expériences qui ont été aussi assez étonnantes, il rentre après, il a discuté le rapport qu'avaient fait les physiciens et il a modulé en disant oui mais non, peut-être que les précautions, machin, enfin bref, il s'était mis un garde-fou quoi, en quelque sorte. Et c'est la seule expérimentation, la seule sur les centaines que j'ai faites quand même, à travers le monde, en France, etc. Bon, qui a été, où il y a un bémol par le chef de service, enfin le professeur Dreyfus, qui n'était pas présent et qui a fait modifier ça, nous le savons, alors là, le rapport le rapport des physiciens. Bon. Voilà. Alors j'étais un peu blessé quand même quelque part. Ça j'imagine bien. Jean-Pierre Girard, on s'arrête là pour ce soir et demain soir on se retrouve pour parler de ce que vous ressentez en dedans de vous quand vous produisez ce genre d'expérience et je veux que l'on parle de TCI, transcommunication instrumentale. Vous en avez parlé, vous écrivez. Il y a des choses tout à fait intéressantes que j'aimerais aborder avec vous à ce propos, puisque vous avez des convictions tout à fait étonnantes. Vous nous en ferez part, et nous parlerons également de vos expériences sur le vivant. À demain. À demain. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. C'est ainsi que se terminent les aventuriers de l'étrange. Ce soir, je vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de la rediffusion des programmes de Sud Radio. On se retrouve pour la suite de ce long interview avec Jean-Pierre Girard demain à partir de 22h15 après le match de rugby jusqu'à minuit. Et j'aurai le plaisir de recevoir Jean-Jacques Charbonnier pour la publication de son roman également intitulé La mort décodée aux éditions Exergue. Jean-Pierre Girard, la suite demain à partir de 22h15. Bonne soirée. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio.